Vous dire à quel point je suis heureux d'être à Versailles, évidemment, non pas parce que je suis versaillais, ce serait trop facile, mais parce que quand on vient ici, évidemment, sur ces lieux majeurs pour un historien de l'architecture, on peut avoir des plaisirs très divers dont je vais essayer de vous exposer la nature et de les partager, bien sûr, ensemble. Il a été dit que ce cycle s'inscrivait effectivement dans une réflexion plus large que conduit, à mon avis, avec raison, le maire de Versailles sur la question de l'architecture, tout simplement, si j'ose dire, non pas une architecture datée, mais une architecture comme un objet de notre vie quotidienne et de notre imaginaire collectif. Et donc, c'est pourquoi ce cycle est bien un exercice d'histoire urbaine que je vous propose, centré sur l'architecture. Je ne vais pas parler de démographie, je ne vais pas faire un cours sur l'économie versaillaise, ça n'aurait aucun sens, et d'ailleurs ma compétence est proche de zéro dans ce domaine, mais je voudrais plutôt vous proposer un cycle de réflexion sur la ville de Versailles en 5 cours qui vont suivre, vous l'avez vu sur le programme, un parti chronologique plutôt que thématique. Les deux sont respectables, mais la chronologie a une vertu quand même, c'est qu'elle permet de saisir à la fois les permanences et puis quand même aussi les ruptures. Ce sont les deux angles que les historiens aiment croiser pour essayer de comprendre quelque chose à la complexité du passé, comme vous le savez. Et puis, donc pour ce cycle d'architecture, un cas particulier qui est donc la ville de Versailles. Je prends une photo hyper touristique que j'emprunte à un média américain en ligne. D'ailleurs, ça pose le problème du droit des images. C'est toujours un peu la même histoire, puisque les historiens d'art sont des montreurs d'images, comme disait Jean-Marie Pérouse de Monclos. Une vue qui vous montre au premier plan le château, le trident et la ville de Versailles qui se coule, qui se glisse dans les bras de ce trident. Pourquoi choisir finalement de parler de Versailles plutôt que de Saint-Quentin-en-Yvelines ou de Paris ou de Saint-Pétersbourg? Évidemment parce que nous aimons Versailles et aussi parce que Versailles est un concentré d'un certain nombre d'éléments intéressants à examiner dans l'histoire urbaine. D'abord, c'est une histoire longue, puisque c'est un village médiéval, et les dernières fouilles sous le Grand Commun ont montré que c'était plus ancien encore qu'on ne l'avait d'abord cru. On est vraiment parti du haut Moyen-Âge, et un nom très chargé de sens, la terre qu'on remue, la terre avec les eaux. Et puis une histoire courte, puisque finalement, le Versailles que nous connaissons, dans lequel on se promène, c'est un Versailles qui commence au XVIIe siècle et qui est principalement une ville donc, de l'époque qu'on appelle moderne, c'est-à-dire qui va couvrir les siècles classiques jusqu'à la Révolution, avec des compléments 19e et 20e. Donc, une histoire longue, une histoire courte, il y a une espèce d'énergie comme ça qui est assez formidable. Mais ce n'est pas seulement ça, et cette photographie, évidemment, je l'ai choisie à dessein, un peu provoquant peut-être, mais évidemment, la difficulté de Versailles, c'est le château. Alors, je n'irai pas comme André Mignot, qui a été maire, jusqu'à dire qu'il regrettait, vous savez, que le château n'ait pas été détruit par la Révolution, parce que ça aurait réglé le problème définitivement. En tous les cas, je ne sais pas si c'est une légende, mais il n'a pas, vous le savez, la réputation d'un grand défenseur du patrimoine, pour dire les choses avec beaucoup de douceur. Ce château, il est embarrassant comme un cadavre après un meurtre. Il structure l'histoire de la ville, il structure l'espace de la ville, il est ontologiquement lié à la ville, et on sait que les liens entre le château et la ville sont toujours complexes, encore aujourd'hui. Alors on dit complexe pour ne pas faire de polémique. Donc je vais à la fois parler beaucoup et peu du château. Il sera toujours là comme une espèce de fond d'écran, évidemment, dans notre réflexion et dans celle que les architectes et les urbanistes ont été amenés à conduire sur la ville de Versailles. Cette histoire, à la fois courte et longue, ce château encombrant au milieu de tout ça, fait peut-être que l'historiographie de Versailles est un peu, je dirais, désordonnée. Vous avez des ouvrages anciens, plus ou moins mondains. Vous avez des articles très savants, très pointus sur toutes sortes de détails. assez facile à trouver aujourd'hui en ligne, mais plutôt quand même des lectures assez difficiles. Et puis, il y a ce que j'appelle l'histoire généalogique, l'histoire notamment faite par les recherches très importantes dans les archives de Jacques Portier ou Jean Lagny, qui était proviseur du lycée Hoche, et qui ont travaillé sur les propriétaires de toutes les grandes maisons versaillaises,
avec des ouvrages qui sont fascinants, mais qui sont absolument assommants à lire, parce qu'on vous donne une liste de gens, on ne sait pas trop exactement ce qui s'est passé. Il ne parle jamais d'architecture, on ne sait pas si la maison est apparue au 17, au 18, au 19. Et donc, en réalité, on ne parle jamais d'architecture urbaine, on ne parle jamais de la ville. Et si on cherchait aujourd'hui dans une librairie demain matin un livre sur l'histoire de la ville de Versailles, on aurait comme ça en permanence cette distorsion entre les points d'intérêt et peut-être une difficulté à parler de Versailles comme un objet architectural. Alors, il y a un seul livre qui a fait ça. Un livre, à mon sens, extraordinaire, mais malheureusement complètement introuvable. C'est le livre qui s'appelle « Lecture d'une ville, Versailles », qui est paru en 1979 aux éditions du Moniteur et qui était fait par des architectes, 3 architectes de l'école d'architecture de Versailles, à partir d'un programme payé par le ministère de la Culture. Et eux ont abordé Versailles comme un objet urbain, comme on aurait fait avec Sao Paulo, avec Tokyo ou avec New York. Voilà. Donc c'est un ouvrage assez stimulant, assez difficile à lire, très, très années 70 dans l'écriture, dans la manière de faire de la provoque en permanence. Il y a tantôt des restes de marxisme, de structuralisme, tout ça est assez intéressant à relire avec la distance, hein, évidemment. Mais c'est quand même un ouvrage qui s'est attaqué à la question comment Versailles a-t-elle été fabriquée? Comment ça marche, cette ville si mystérieuse avec cet énorme château en plein milieu et ce trident qui est à l'échelle non pas d'une ville mais d'un territoire entier. Et ce livre, il est inspiré d'un mouvement très intéressant et je fais à dessein dans cette introduction un petit point quand même sur l'historiographie parce que je crois que c'est important de rendre hommage à tous ceux qui nous ont précédés pour réfléchir. C'est un livre qui est dans la lignée de ce qui se produit dans ces années 70, hein, qui est une réaction très forte contre les démolisseurs. Les démolisseurs qui avaient décrété, après la Deuxième Guerre mondiale, que la reconstruction des villes passait par des théories qui sont portées par un personnage central dans la pensée contemporaine, qui est Le Corbusier, et qui consistait à dire le passé, c'est une suite d'accidents défectueux, on rase tout et on refait propre. Voilà. Bon, je caricature un peu, mais enfin, malheureusement, c'est quand même assez près de la réalité. Et ça a suscité un énorme combat patrimonial. Tout à l'heure, il a été fait allusion à mes anciennes fonctions de défenseur du patrimoine. J'y suis toujours sensible, même si je les ai quittées. Ça, c'était sur le terrain. Ça consistait à dire à André Mignot, il ne faut pas démolir la ville de Versailles, par exemple. Je ne fais pas une fixation sur André Mignot, hein, rassurez-vous. Et puis, ça consistait à sauver le Marais, à sauver le quartier de la Balance à Avignon, à sauver le Vieux-Metz. Tout ça, c'est les combats des années 70 qui ont été décisifs. Hein. Et puis, chez les architectes, évidemment, la redécouverte de la ville comme un objet fascinant, un objet sédimenté par accumulation. Et là, il faut voir que les méthodes de travail qui ont été appliquées par ces gens-là sont des méthodes un peu nouvelles. Alors, les Italiens, bien sûr, comme d'habitude, nous avaient précédés dans cette voie. Il y a une finesse de l'analyse urbaine de nos collègues italiens qui est extraordinaire, mais aussi parce qu'en France, grâce à Malraux, on a créé le service de l'inventaire général, qui était un service où de jeunes chercheurs prenaient en main l'histoire de l'architecture d'une manière complètement différente. On avait fait beaucoup une histoire aristocratique de l'architecture, les palais, les châteaux, les grands monuments signifiants. C'est tout à fait normal. C'est comme la peinture. On va se concentrer d'abord sur les grands chefs-d'œuvre avant de vérifier ce que faisait le tout venant. Mais évidemment, ça aboutit à des angles morts. On ne s'intéressait pas à une grande partie de l'architecture ancienne si elle ne rentrait pas dans ce cadre monumental. Et de ce fait, les jeunes chercheurs de l'inventaire, ils ont pris l'objet architectural tel quel, sans jugement. Ça va du palais à la fermette, de la maison bourgeoise au pavillon de banlieue, vraiment une grande faculté d'embrasser la structure de l'histoire de l'architecture. Et ça a abouti en 1977, donc 2 ans avant le livre sur Versailles, à une étude fondatrice sur le quartier des Halles à Paris, rescapé de justesse du bulldozer pompidolien à la réserve, hélas, des merveilleux pavillons de Baltard, le grand crime de Georges Pompidou, qui, vous le savez, se présente comme un homme de culture. Alors merci, c'est des hommes de culture qui rasent le patrimoine, ça c'est toujours un peu problématique. Donc le quartier des Halles, ce livre illisible pour le grand public, mais qui révolutionnait complètement l'approche, il fait partie avec le livre de Versailles de cette génération-là qui a voulu regarder différemment la ville. Et c'est très éclairant aujourd'hui pour nous, je crois, de reprendre ce fil. Et c'est ça que je vais essayer de faire très modestement dans ce cycle. Donc, on va croiser, c'est des fils qui finissent par faire une pelote, on va croiser des questions de structure urbaine,
qu'est-ce que c'est que le plan, la forme, les rues, les places, etc. On va s'intéresser à l'architecture, et l'architecture savante et banale. Hein. Je ne l'ai dit pas du château, hein, j'ai écrit un certain nombre de choses sur le château, je ne vais pas y revenir. Il y a beaucoup d'historiens du château de Versailles, c'est une propriété très en copropriété intellectuelle, mais je voudrais parler uniquement donc, de la ville. Et dans la ville, il y a des hôtels particuliers, il y a l'hôtel de ville, il y a des monuments, et puis il y a la maison banale. Et tout ça, ça m'intéresse. Voilà. Donc c'est ça que je vous propose de parcourir. Donc si vous n'aimez que les chefs-d'œuvre, c'est le moment de vous lever et de partir en courant. Voilà. Alors, dans cette introduction sur le principe même du cycle, hein, j'en viens donc à la séance que je vous propose aujourd'hui. Et c'est une séance qui est consacrée donc à la ville de Louis XIV. Évidemment, Louis XIV, comment faire pour échapper à cette image? Je commençais chronologiquement par le XVIIe, mais tout de suite, on rencontre un personnage très encombrant, aussi encombrant que le château, évidemment, c'est le roi Soleil. Alors, on l'aime bien, quoiqu'il soit très agaçant, hein, comme tous ces grands chefs d'État français. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de réfléchir. Versailles est une ville créée par Louis XIV, voulue par Louis XIV dans la forme que nous connaissons et qui nous sert encore de théâtre pour déambuler comme piétons, comme habitants, comme touristes. Mais au fond, c'est à la fois une chose banale et très connue de dire que Versailles, c'est la ville du roi Soleil, mais si maintenant on décide d'aller visiter très spécifiquement des choses héritées de cette période-là, ça va être un peu plus difficile. Parce que l'héritage monumental de la ville, il a beaucoup bougé. Il a été transformé, il a été très chahuté même par les siècles suivants, y compris par les successeurs du roi Soleil, hein, Louis XV comme Louis XVI. Donc, quel héritage? Est-ce que c'est un héritage monumental, architectural? On va voir que c'est évidemment plus compliqué, très certainement évidemment un héritage d'urbanisme, ça, il n'y a aucun doute. Mais c'est pour nous quand même spontanément d'abord un héritage politique, c'est d'abord un héritage mémoriel, hein, on pense à cette image qui est envoyée, symbolique, avant même qu'on puisse mettre des images architecturales sur l'évocation de cette ville qui commence la partie que je voudrais faire dans ce cycle. On ne parlera pas du village médiéval qui a été rasé par Louis XIV, justement. Alors, la première question, comment, pourquoi hein, cette ville? Pourquoi ces choix du roi? Parce que c'est vraiment sa volonté. Et pourquoi pas Paris? Il était le roi dont la capitale s'appelait Paris. Et quand Versailles est devenu le siège de la résidence du gouvernement, c'était quand même Paris, la capitale de la France. Versailles n'a jamais été capitale au sens officiel du terme. Et là, on est devant les histoires qui sont à la fois sans doute vraies et fausses. Il n'aime pas Paris, la Fronde lui a fait peur quand il était enfant, l'histoire du peuple qui rentre dans le palais royal, tout ça. C'est certainement partiellement vrai, mais c'est une histoire un tout petit peu psychologique ou psychanalytique au mauvais sens du terme. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'il n'aime pas à Paris, c'est d'abord qu'il y a beaucoup trop de monde. Comme aujourd'hui, c'est une ville où on étouffe, c'est une ville très dense, c'est une ville où on se bouscule. Il n'y a pas d'horizon à Paris. Il faut arriver au bout du jardin des Tuileries pour voir un peu quelque chose qui respire, un peu d'air. Hein. Ce n'est pas pour rien qu'il fera tracer l'avenue des Champs-Élysées dans la campagne pour avoir cette perspective lointaine hein, par le nôtre. Hein. Mais pourquoi pas Saint-Germain-en-Laye si on aime l'espace? Parce que c'est à Saint-Germain que le roi est né, c'est à Saint-Germain qu'il aime être, et c'est la ville, le château préféré de son père, Louis XIII. Et à Saint-Germain, la vue est autrement plus belle qu'à Versailles, sur la vallée de la Seine, et puis sur les lointains et sur Paris. Et là aussi, on a raconté des choses peut-être un peu trop rapidement. En fait, Saint-Germain a failli être la capitale royale à la place de Versailles. Ça s'est joué finalement à pas grand-chose. Et peut-être d'ailleurs que maintenant que nous connaissons la fin de l'histoire, ça paraît simple, mais jusqu'à assez tard, au fond, les deux villes ont été très proches en concurrence et finalement, au dernier moment, c'est Versailles qui l'emporte. On peut revoir un peu les choses différemment. On pourrait en tout cas s'interroger sur cette question. Voilà, donc les choses n'étaient pas complètement dites et ça nous amène donc à réfléchir. Alors, je ne vais pas faire de la psychanalyse de bas étage. La psychologie du roi, Versailles plutôt que Saint-Germain, sa ville natale, et pourquoi Versailles plutôt que des lieux plus spectaculaires? Ça, c'est une question très ouverte. Mais en tout cas, on peut réfléchir à ce stade de notre petit cycle
sur la question de l'héritage et des modèles, parce que c'est bien gentil de dire qu'il a créé une ville, mais il ne s'est pas sorti tout armé du casque royal, et au contraire, ça me paraît important de commencer par remettre Versailles, si j'ose dire, à sa place. Ça fait très prétentieux de dire ça, mais voilà, revenir finalement à cette merveilleuse phrase de La Varande, chef-d'œuvre de concision dans son livre sur Versailles. Les débuts furent cependant modestes. Voilà, paf. Bon, la ville de Versailles n'est pas modeste, mais elle s'inscrit dans une histoire urbaine. L'histoire urbaine, c'est, vous savez, c'est une histoire longue qui commence en permanence avec l'Antiquité, qui est revivifiée avec la Renaissance. Donc, voilà, il faut chercher d'abord dans quel héritage on se place, me semble-t-il. Ah, la technique n'est pas avec nous. Voilà. Merci de nous sauver de ces boutons affreux. Donc, dans l'héritage, on va réfléchir, ville royale, ville princière, ville neuve, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, on va évidemment, comme l'histoire urbaine se répète, jusqu'à aujourd'hui inclusivement, selon des recettes qui sont assez fortement marquées, on va voir les enjeux de cette ville de Versailles. Premier enjeu, le plan, la forme de la ville. Forma Orbis, comment ça fonctionne? Quel est le plan de Versailles? Pourquoi et comment ce plan est-il arrivé jusqu'à nous? Qu'est-ce qu'on veut comme architecture? Une fois qu'on a décidé le plan, est-ce que le roi a des idées sur l'architecture? Et quand on décide d'une architecture, on décide évidemment incidemment de la population. Parce que si vous vendez des terrains de 6000 m², vous cherchez à avoir des gens qui ont des moyens. Si vous vendez des maisons de 2 travées avec une boutique, vous cherchez à avoir des bourgeois et des artisans. Donc, population, architecture, c'est deux ouvertures possibles. Quel est le droit? Parce que la ville, c'est un lieu du droit qui n'est pas le même droit qu'à la campagne. Ce n'est pas les mêmes impôts, ce n'est pas les mêmes règles, ce n'est pas la même justice. Quel est le droit et comment les outils juridiques vont permettre ou pas de faire cette ville? C'est une des questions qui passionnent nos collègues en histoire du droit, évidemment. Et là, la France a eu une accumulation de grands chercheurs dans ce domaine. Quelle est l'administration de cette ville? Ce qu'on appellerait la police au sens ancien, au sens du XVIIe siècle. Comment on gouverne une ville neuve qui est collée au château du roi et donc qui est sa résidence avec des questions de sécurité, de représentation, de voyage, d'accueil de grands rois ou d'ambassadeurs, etc. Donc voilà, il y a plein d'enjeux. Et puis une fois qu'on a posé tout ça, on va voir comment l'objet se met à vivre, et puis les échecs, parce que le roi aussi essuie des échecs, et puis au contraire ce qui fonctionne et ce qui a fonctionné jusqu'à nous. Donc voilà, c'est ça que je voudrais qu'on garde bien présent à l'esprit. Donc la première question, c'est ça, c'est fabriquer une ville. Comment on fait pour fabriquer une ville quand on s'appelle Louis XIV et qu'on a pas tout à fait tous les pouvoirs? Il en a un peu moins que le président actuel de la République, puisque la Ve République est une monarchie républicaine, comme nous le savons bien, et nous allons vivre bientôt la période très intensive du sacre. Mais comment ça peut fonctionner ou pas, cette fabrique royale, avec donc des questionnements qui, à l'époque, sont ceux qu'aurait aujourd'hui quelqu'un qui déciderait de créer une ville neuve dans les Yvelines ou ailleurs. Alors pour ça, je voudrais faire quelques rappels. Je ne vais pas faire l'histoire des villes modernes, mais je voudrais rappeler quand même quelques éléments qui sont à la fois pratiques et symboliques, et qui sont des choses qui étaient connues du roi et connues surtout des conseillers du roi, des gens qui l'entourent. Alors François Ier est l'auteur de 2 villes. La première, la plus célèbre, évidemment, la ville du Havre, le Havre de Grâce, qui a été fondé en 1517. Mais il y a une deuxième ville, qui est Vitry-le-François, qui porte le nom du roi, et qui remplace Vitry l'Ancien, qui a été brûlé, la ville brûlée pendant les guerres qui nous opposent donc à Charles Quint. Et donc cette ville est refondée en 1545. C'est l'actuel Vitry-le-François, qui a été la pauvre très abîmée par les 2 guerres mondiales, mais qui est, vous le voyez, une ville neuve. Attention, ce n'est pas une ville idéale. Là, la terminologie est très importante. Ville neuve, donc on prend un terrain nouveau où il n'y a pas d'habitation et on décide de mettre en place la structure urbaine. Et cette structure qui est adossée sur la Meuse, vous voyez, c'est donc un carré fortifié avec des bastions, on voit très bien. Et à l'intérieur, vous avez des rues droites qui se coupent à angle droit, ce qu'on appelle une grille orthogonale, ou alors, si vous êtes très snob, un plan hippodamique qui renvoie à Hippodamus de Millet, qui n'est pas l'auteur, bien sûr, de cette invention,
Et le premier homme qui a pensé 2 secondes a pu imaginer qu'on pouvait faire des lignes parallèles dans les deux sens, et ça finit par faire des carrés qui sont des îlots, et dans les îlots, on fait des parcelles. Voilà, c'est l'histoire de l'humanité. Hein. Mais vous trouvez ça à Babylone, à New York, à Saint-Pétersbourg et à Versailles. Donc, et puis vous voyez qu'il y a des petits monuments qui sont dessinés par le graveur. En l'occurrence, là, c'est même un dessin original, pas une gravure. Et on voit bien que dans les îlots prennent place des monuments. Voilà. Alors, l'église, l'hôtel de ville, s'il y a un maire ou une municipalité, ce n'est pas toujours le cas sous l'Ancien Régime, une caserne, un couvent. Voilà. Tout ça participe de cette configuration urbaine. Et puis également, des villes qui ne sont pas encore en France, puisque Nancy n'est pas française, vous le savez. Hein, Nancy n'est devenue française qu'à la mort de Stanislas en 1766, grâce à la politique de Louis XV, qui avait épousé la fille du roi de Pologne détrôné, Stanislas Leszczynski. Et vous avez là donc la ville neuve du duc Charles, pardon, qui est donc sur la vue que vous avez ici gravée en 1711, la ville qui se trouve à droite, hein, qui est plus grande que la vieille ville. Vous voyez. Donc le duc a eu une ambition extraordinaire. Hein. Il a ajouté à la vieille ville une ville plus importante en taille. Et c'est une image complètement fausse. Là aussi, c'est très intéressant de réfléchir aux documents. Ces gravures sont évidemment des gravures de propagande. Elles ne sont pas des photographies aériennes. Et donc, elles sont faites à la demande du prince pour montrer un état qui n'est pas du tout à ce moment-là possible. Parce que, vous voyez, la ville a été fondée en 1590 et 21 ans plus tard, il y a 3-4 maisons qui se battent en duel au milieu de grands jardins. Donc, il y a en ce moment une thèse en cours sur cette ville neuve que je dirige à la Sorbonne et on voit très bien que la personne qui fait des recherches très approfondies montre plus on avance dans les recherches, moins le plan correspond à la réalité. Les maisons sont plus hautes, plus basses, elles sont plus espacées les unes par rapport aux autres. Et il y a l'éternel problème sur lequel on va revenir parce que Louis XIV l'a rencontré à Versailles. On donne du terrain, on demande à ce qu'on construise, et puis personne ne construit parce que personne n'a d'argent. Donc, on obtient un résultat qui est catastrophique. Voilà. Et donc, vous avez ici des éléments très intéressants, comme tout en haut, vous voyez le plan d'une église qui est au milieu d'une grande place. Hein. Cette église, elle est projetée, là, on la met en plan au sol, mais en fait, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'elle sera construite. C'est la primatiale Saint-Jean qui n'est pas du tout là, et qui n'a pas cette forme-là, et qui est orientée différemment. Et donc voilà, on peut projeter sur un plan. Donc le plan est dangereux parce que c'est une image séduisante, mais évidemment, ce n'est pas la complexité de la ville. Hein. C'est ça qui est important, je crois, de saisir. Alors voilà Charleville. Non, c'est Charleville qui est sur la Meuse, pardon, je me suis trompé tout à l'heure. Voilà cette gravure très célèbre de Charleville, encore un plan perspectif, parce que là aussi, vous voyez, on montre toutes les rues bâties avec des jardins en cœur d'îlots. Donc les îlots ont l'air bien délimités. Tout ça est parfait. Et vous avez à nouveau des rues, vous voyez, qui se coupent à angle droit, donc toujours ce même plan en grille, extrêmement classique depuis l'Antiquité. Simplement, un jeu de places donne un peu de complexité, des places dans les quartiers et une place centrale. Évidemment, ça, c'est l'idéal, et c'est l'idéal qui renvoie au castrum romain. On a des voies convergentes depuis les extérieurs vers le centre, et au centre, il y a une statue, une fontaine, la place du marché, la place d'armes si c'est une place militaire. Et ici, il y a un élément supplémentaire. Sur le côté gauche de la place, vous avez, je vais prendre un pointeur, vous avez ici un bâtiment monumental qui est le Palais ducal. Le prince se met au centre de la ville. Et la place qui est au devant lui sert évidemment de mise en scène. Et vous connaissez cette place merveilleuse hein, qui est la place ducale de Charleville, la petite sœur de la place des Vosges à Paris, bordée de bâtiments uniformes. Et la seule modification, c'est qu'évidemment, le palais ducal n'a pas eu lieu, il n'est pas advenu architecturalement, et au contraire, aujourd'hui, c'est la mairie. Voilà, donc vous avez ici une place qui sert de parvis à un monument, alors aujourd'hui un monument public, du système démocratique, avant le palais du prince, qui aurait donc dû donner sur l'espace. Donc ça nous intéresse parce que avec Charleville, le palais ducal est dans la vieille, avec Nancy, pardon, le palais ducal est dans la vieille ville, hein, le musée Lorrain actuel, et la ville neuve s'ajoute. Ici, le prince se met au centre du dispositif monumental et urbain, hein, puisque les voies convergent vers lui. Un autre cas qui était sans doute pas complètement inconnu des conseillers du roi, c'est Henrichemont. Henrichemont, c'est dans le Cher,
c'est pas très loin du pays de Nohant, et de George Sand, c'est la ville que Sully, le ministre fameux d'Henri IV, s'était fait construire sur sa principauté de Boisbel. Alors, c'est une ville qui est, je vous montre un plan ici qui a été dessiné par une historienne, Catherine Grodecki, à partir d'un travail de réflexion sur la forme urbaine et qui montre, vous voyez, l'aboutissement des réflexions qui sont vraiment revivifiées par la Renaissance italienne, par Alberti, qui est le prince de cette pensée de l'espace public. Et vous voyez que là encore, on revient à un plan parfaitement régulier, un carré, avec au centre une place reliée par les 4 rues qui divisent le carré en 4 sous-carrés, chacun de ces carrés étant lui-même centré sur une petite place, avec à nouveau des rues en rayon. Donc c'est une espèce de mise en abîme permanent, vous voyez. Vous avez le plan d'ensemble reproduit dans le petit plan, sauf que il y a quelque chose en plus extraordinaire, c'est qu'ici s'ajoutent des diagonales qui dessinent une croix de Saint-André dans la croix grecque à 4 branches égales, et donc ça fait un plan particulièrement spectaculaire sur le plan du dessin, avec un énorme défaut, c'est que ça fait beaucoup de parcelles en triangle. Et les parcelles en triangle ne sont pas très faciles à bâtir. Ça fait des immeubles en pointe, avec des pièces à l'intérieur qui ne sont pas forcément très performantes. C'est un problème qui existe aussi, bien sûr, on y reviendra à Versailles. Alors, si vous allez en Richemont, ça ne s'est pas bien terminé parce que Sully a été renversé du pouvoir après l'assassinat de son maître Henri IV assez rapidement par Marie Médicis. Et donc, la ville n'a jamais été terminée. Et si vous passez en voiture, vous ne voyez pas ça. Ça, c'est la photographie urbaine, c'est formidable. Mais quand on passe en voiture, si on n'est pas très attentif, il est possible qu'on ressorte sans avoir absolument compris qu'on venait de traverser en Richemont. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il faut être très attentif, il faut rouler très, très peu vite. Voilà. Mais vous voyez qu'on sent quand même l'organisation spatiale, c'est assez fascinant, avec cette grande place carrée, là où il y a la fontaine, le marché, la mairie, et puis les grandes diagonales de la croix de Saint-André. Et puis après, ça se détraque. On voit quand même que ça ne fonctionne pas si bien que ça. En fait, le grand modèle, comme toujours sous Louis XIV, c'est le grand cardinal, c'est Richelieu, évidemment. Et Richelieu, en Poitou, là nous sommes dans le Poitou, c'est-à-dire aujourd'hui c'est le sud de l'Indre-et-Loire, c'est à peu près à 40 km de Tours. Vous avez ici la ville neuve de Richelieu qui porte le nom du cardinal sur ses terres familiales, puisque la famille de Richelieu, qui est une petite noblesse assez tardive, est implantée sur ce territoire depuis, je crois, le XIVe siècle. Et donc il y a là le château familial, qui est une grosse baraque, et puis un village qui ne porte pas le nom de la famille, qui s'appelle les Sablons, autour d'une rivière, petit affluent d'un affluent de la Loire, le Cosson. Donc on est dans quelque chose d'assez médiocre en réalité. Le cardinal a toujours souffert évidemment de cette origine médiocre. Il s'en est toujours défendu et caché. Lorsqu'il devient vraiment le personnage central du dispositif sous Louis XIII, il va reconstruire le château entièrement ou quasiment entièrement à partir du château de son père. Et puis en même temps, il va lancer une ville neuve, il va raser le village ancien. Ça, c'est une chose qui se pratique beaucoup. Quand on dit à Louis XIV a rasé le vieux village de Versailles, oui, il a fait ce qu'on faisait absolument partout. À Vaux-le-Vicomte, on a rasé le village pour faire le château. À Richelieu, on a rasé le village des Sablons pour faire le château aussi. Et on a déplacé les habitants, déplacé le curé, déplacé les ossements du cimetière. Enfin, ça veut dire qu'on va très loin dans l'opération de mouvement. Et vous avez ici donc une vue aérienne de cette extraordinaire ville de Richelieu. Alors, grand débat entre les historiens qui adorent se disputer pour savoir ville idéale, ville neuve. Je ne crois pas du tout que ce soit une ville idéale parce que, comme d'habitude, c'est très beau sur le papier, mais quand on regarde les archives, on voit qu'il y a eu beaucoup d'accidents, de hasards, et quelquefois, il faut faire attention à la surinterprétation des choses. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un rectangle et non plus un carré. On est sorti du programme carré qu'on a vu dans les exemples précédents, avec 2 places au lieu d'une, qui sont, vous le voyez, ces 2 places sur l'axe central qui traverse Richelieu ici de part en part. Le château se trouvait là. Alors, les Jacobins, on arrive un peu trop tard, ils ont tout détruit ici, mais la ville est restée, et ici, vous partez vers Champigny-sur-Veude, là-bas vers Loudun. Et la photo aérienne au droit orthogonale est très spectaculaire, évidemment. Une ville orthogonale avec ces 2 places, une place d'entrée au sud et une place là-haut, en bas, excusez-moi, et en haut, la place qui donne vers le château. On dispose d'un document formidable qu'on n'a pas pour Versailles, mais je vous le montre parce que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Richelieu n'est jamais venu à Richelieu. Ça, c'est vraiment un des points les plus fascinants de l'opération. Il n'a jamais vu ni son château, ni sa ville. Donc, il s'est fait raconter ça.
qu'il n'avait jamais le temps. Il travaillait pour l'État, donc si on devait l'envoyer ailleurs, bah, tant pis pour lui, il n'allait pas chez lui. Et donc, il s'intéressait beaucoup plus aux affaires de l'État, mais il avait envie quand même de savoir ce qui se passait dans sa ville. Et donc, il avait fait un système qu'on va retrouver chez Louis XIV à Versailles. Il avait donné les parcelles. Il était propriétaire de tout le terrain. Hein. Il avait donné les parcelles à ses affidés, à ses commis, à ce qu'on appelle au XVIIe ses créatures. Hein. La créature, ce n'est pas une blonde pulpeuse au XVIIe siècle, c'est un de vos obligés qui travaille pour vous dans le système que vous avez mis en place. Et ces créatures, elles sont très contentes de recevoir un terrain dans le trou perdu de Richelieu, mais elles ont la ferme intention d'en faire le moins possible, évidemment. Donc Richelieu les pousse à bâtir et il se fait envoyer une sorte de photographie de l'état du lotissement. Vous voyez, l'entrepreneur Jean Barbet a dû dessiner exactement, en mettant le nom des coupables, où on était, comme si on avait vraiment un rapport, un tableau Excel, si j'ose dire. Donc, vous voyez, il y a ceux qui n'ont rien fait, les deux du milieu, par exemple. Donc, ceux-là, ils se sont fait shampouiner par le cardinal. Certains ont fait des maisons, mais qui n'ont pas de toiture. Les ailes seules ont des toitures. D'autres ont fait que les fondations, ici, vous voyez. Donc, il y a des petits malins. Hein. Et puis, quand le cardinal est mort, tout le monde est parti en courant, il ne s'est plus rien passé. Hein. C'est pour ça que La Fontaine se moque dans une fable très célèbre, dans une lettre très célèbre de Richelieu, le plus beau village de l'univers, comme il dit, pour se moquer du rêve du cardinal, de créer une ville qui est effectivement assez difficile d'accès par les routes et qui n'est pas non plus reliée à un fleuve ou une rivière, donc ce qui fait quand même qu'on n'a pas de raison a priori d'aller à Richelieu. Voilà. Mais ça donne ça, évidemment. Il reste quand même la grande rue qui a fini par être achevée, les pavillons qui se touchent et qui créent un effet un tout petit peu oppressant, hein, comme toutes ces villes dessinées au cordeau, bâties en une seule fois, hein, un effet avec ces pavillons à murs mitoyens qui s'alignent dans la grande rue et qui étaient un peu comme les officiers du cardinal, les créatures du cardinal, en rang comme des petits soldats jusqu'au château qui est de l'autre côté de la muraille de la ville ou du village, si on emprunte à La Fontaine. Bon, donc voilà ce qui existait dans la France moderne depuis la Renaissance comme modèle de ces villes créées ex nihilo. Alors vous allez me dire, il doit y en avoir des centaines d'autres, pas du tout. Hein. L'armature urbaine française, elle a été fixée dans ces grandes lignes à l'époque gallo-romaine. Si vous regardez aujourd'hui la liste des préfectures et des évêchés qui vont avec, 75% sont des villes gallo-romaines, hein, encore aujourd'hui. Et puis ensuite, elle s'est fortement développée au Moyen-Âge. Donc les gens de l'époque moderne, à partir de la Renaissance, ils arrivent dans un pays dont l'armature urbaine est en place. Donc les villes neuves de l'époque moderne, on les compte sur les doigts d'une main. Hein. J'ai donné l'essentiel ici. Hein. Et Versailles fait partie de ces villes neuves. Donc il faut ajouter ça à la panoplie de ces transformations urbaines du grand siècle. Alors évidemment, on ne peut pas ne pas commencer par le tableau de Patel. Le tableau de Pierre Patel, qui est une des œuvres majeures de la peinture architecturale française. J'insiste parce que c'est un tableau dont on ne cesse pas de découvrir vraiment la qualité extraordinaire. Outre la qualité picturale, le génie de la représentation. Hein. Est-ce que c'est Patel tout seul? Est-ce qu'il a été aidé par un peintre perspectif? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un tableau absolument hypnotisant. Il a été offert à Louis-Philippe pour le musée du château, vous le savez peut-être, hein, dans les années 1830, par un architecte qui le possédait et qui était Ricard de Montferrand, l'architecte de la cathédrale de Saint-Pétersbourg, qui était un Français qui travaillait donc pour le tsar. Il avait ce tableau, peut-être de famille, et il l'a offert à Louis-Philippe. Et il a été commenté très longuement dans un texte célèbre par Pierre de Nolhac, hein, qui a fixé la date de 68 en raison d'un certain nombre d'éléments visibles et pas visibles. C'est un tableau aussi intéressant pour les mensonges. Alors, il y a un premier mensonge qu'on voit très bien, ce sont les montagnes à droite et à gauche. Alors, Noisy-le-Roi, le plateau de Satory, c'est un peu plus calme que ça, évidemment. Mais ça renforce l'effet de perspective centrale. C'est un tableau très Louis XIVien, très symétrique, très français d'esprit. Et puis, il y a une autre erreur qu'on ne pouvait pas savoir jusqu'à ce qu'on fasse les fouilles sous le Grand Commun, c'est que le jeu de paume de Louis XIII, hein, celui qui a été construit par Philibert le Roi en 1630, il n'était pas là. En fait, il arrivait derrière, ici, presque derrière les pavillons, et c'est moins beau. Donc, le peintre l'a poussé. Mais si on n'avait pas fait de fouilles archéologiques, on aurait pu penser que le peintre avait été très fidèle à la réalité. C'est la vieille église Saint-Julien, hein, celle qui sera rasée au début des années 1680 par les bâtiments du roi. Donc, un tableau tout à fait extraordinaire qui nous donne à voir la fin du grand chantier versaillais
dans sa première version, qui est la version du château des Amours, du château de la Vallière, du château de la dépense un peu folle, du château des fêtes, l'île enchantée, etc. Et qui est ce qui rend malade Colbert, vous savez, qui ne voudrait pas que Louis XIV dépense de l'argent à Versailles, et qui a été au plus loin de l'insolence ministérielle, puisque dans sa carrière, je pense qu'il n'a jamais écrit une lettre plus critique que celle où il dit au roi il faut être à Paris, il faut finir le Louvre, il faut finir les Tuileries. Ça, c'est la grandeur de la monarchie, tandis qu'il dit Versailles ne regarde que les plaisirs de votre majesté. Donc, vraiment, il met sur les deux plans, sur la balance, le plaisir et le devoir. Et il dit c'est pareil le devoir. Normalement, il faudrait finir le Louvre. Et ça n'intéresse pas du tout Louis XIV, parce que le Louvre, c'est un chantier qu'on a l'impression de ne pas pouvoir finir. Et d'ailleurs, il ne sera jamais fini jusqu'à Napoléon III. Et donc, pourquoi pas jeter son dévolu sur ce petit château de son père, qu'il ne connaissait pas, puisque quand Louis XIII est mort, il avait 5 ans. Il a découvert bien plus tard, adolescent, Versailles. Et c'est ce château brique et pierre, le second château de Louis XIII, celui des années 1630-36, qui est au centre de la toile, ici. Il va le faire embellir, intérieurement et extérieurement, à partir de 1661-62, par Louis Levaux. J'ai dit que je ne parlerai pas du château, mais je suis obligé de poser le décor, évidemment. Et Louis Levaux va transformer le château en lui donnant une échelle différente, parce que, si vous connaissez bien Versailles, ce que je peux imaginer, vous savez que Louis XIII s'était fait un château pour lui tout seul, un château égoïste. Il ne voulait surtout pas que sa femme et sa famille y viennent. Il disait cette phrase qui aujourd'hui lui vaudrait la prison directe par les néo-féministes. Je ne veux pas de femme dans mon château, elle me gâterait tout. Donc, pas de femme à la cour. Ce n'est pas la cour, d'ailleurs, le château est vraiment en propriété directe du roi. Mais évidemment, à partir du moment où on décide de recevoir la reine mère, la maîtresse du roi, tout ça fait un petit monde qui ne plaît pas beaucoup à Bossuet, eh bien, il faut que le château s'équipe. Donc, on va construire 2 ailes pour les équipages et pour la bouche. Donc, ce sont les 2 ailes, c'est-à-dire la vieille aile complètement refaite, hélas, et puis ici l'aile de Gabriel, et puis des bâtiments techniques à l'arrière. Ça, c'est la grotte de Tétis, les cuisines, les remises à carrosse. Et donc, le château s'est agrandi sur le plan de l'architecture, mais en plan, il s'est développé, et surtout, le jardin change d'échelle. Lui aussi, le jardin a été repris. La base est bien le jardin de Louis XIII. De plus en plus, les historiens ont fait attention au fait que le jardin de Louis XIV, c'est d'abord le jardin de Louis XIII, mais vous avez des accents monumentaux, l'élargissement du tapis vert, alors que c'était une allée qui avait la même largeur que les autres dans le jardin d'origine, et le percement du Grand Canal, qui met vraiment le ciel au milieu du parc, et tout au fond, évidemment, la vue qui continue par l'allée qui va jusqu'à Villepreux, aujourd'hui en partie à rétablir, et où Proust, puisque c'est l'année Proust, on peut le citer, disait qu'on voyait jusqu'au bateau de Nimègue, avec un extraordinaire enthousiasme de poète vis-à-vis des envies de conquête de Louis XIV dans toute l'Europe. Donc, un tableau que les historiens du château utilisent évidemment avec beaucoup de profit. Cependant, moi, ce tableau m'intéresse pour une autre raison. Vous voyez arriver avec mes gros sabots du XVIIe siècle, bien sûr, c'est pour parler de la ville. Et ce qui se passe dans la partie inférieure du tableau nous intéresse. La place d'Armes, elle est là, même si ce n'est pas tout à fait la nôtre, puisqu'elle c'est celle qui aujourd'hui serait dans le château, c'est l'avant-cour des ministres. Elle est là déjà parce que devant le château, il faut qu'il y ait une grande place. Ce n'est pas possible de faire autrement. Il y a trop de mouvements d'allées et venues. Et d'ailleurs, le roi est en train d'arriver. Il y a un carrosse ici avec les gardes françaises, vous voyez, et il arrive par l'avenue de Saint-Cloud. Parce que, évidemment, ce qui m'intéresse surtout dans cette extraordinaire peinture, c'est le trident, le fameux trident, qui n'est pas une œuvre d'architecte au sens classique, mais une œuvre de paysagiste, puisque c'est le nôtre qu'il a dessiné à l'été 62. La grande avenue centrale et les 2 avenues qui descendent au pied du château. À l'époque où il n'y a pas de ville, il y a un village qui est sur la gauche, qui est donc derrière l'avenue de Sceaux. Et l'avenue de Sceaux ne va nulle part, l'avenue de Paris va en fait dans l'avenue de Saint-Cloud, et on vient de Paris par l'avenue de Saint-Cloud comme aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça que le roi sur le tableau arrive par la droite et pas par le centre, évidemment. Voilà donc un élément qui fait partie de l'aménagement paysager d'un château. Depuis le début du XVIIe, on a pris l'habitude de faire des grandes allées plantées d'arbres dans l'axe d'entrée d'un château. Ça a beaucoup d'allure. Vous le voyez dans un certain nombre d'espaces. Quelquefois, on arrive à mettre la ville dans l'axe. Par exemple, Balleroy, un château de François Mansart en Normandie, son seul château normand. Il a remis le village dans l'axe et la rue sert à la fois d'avenue au château et de rue principale au village. Quelquefois, l'allée est perpendiculaire,
ce qui permet une surprise dans la découverte, c'est Vaux-le-Vicomte. Quand vous allez à Vaux, vous avez cette magnifique rangée d'arbres, puis tout d'un coup, vous tournez à droite, le château vous éclate à la figure, et c'est un émerveillement, évidemment, quand tout se remet en place sur la bonne grille orthogonale, avec sa bonne direction. Donc à Versailles, tout le territoire est mis en face du château, et il est irrigué par ces trois allées cavalières monumentales, avec double rangée d'arbres et barrières en bois, vous voyez, pour protéger les piétons qui marchent sur les côtés des carrosses qui passent dans les centres. Et donc, vous avez un aménagement qui ressortit bien, non pas d'une ville, non pas d'un village, mais bien du château et du paysage qu'on appelle aujourd'hui le grand paysage par rapport au château. Et le château, donc, est dans une situation radioconcentrique et non pas dans une situation centrale. Tout converge vers lui. C'est vers ce point-là que s'organise l'énergie du territoire qui est mise en œuvre dans les trois avenues et qui, après avoir traversé le château, rééclate dans le parc, avec les allées qui elles-mêmes redistribuent les grandes compositions du jardin à perspective lointaine. Cependant, si on regarde encore un peu plus, on s'aperçoit qu'il y a ici des pavillons, 6, 3 de chaque côté, qui sont des cubes et dont on retrouve sur leur architecture les caractéristiques du château, c'est-à-dire des bâtiments bleu, blanc, rouge, briques et pierre, avec un toit d'ardoise. Bleu, blanc, rouge, pour les gens du XVIIe siècle, ça a une signification très claire. Ce n'est pas la France comme nous le pensons avec le drapeau tricolore, c'est la maison du roi, dont la livrée est bleu, blanc, rouge. Les armes du roi, vous le savez, c'est bleu et or, le semis de fer de lys sur le manteau bleu, mais les serviteurs du roi et les soldats du roi, les gardes françaises, ce qu'on appelle donc la maison du roi, c'est bleu, blanc, rouge. Les uniformes, les habits de service. Et donc, ici, on est dans cette écriture bleu, blanc, rouge qui était très aimée des gens du XVIIe siècle jusqu'à une certaine date dans le siècle, qui est déjà un peu old-fashioned, là, déjà. Mais voilà, le château d'origine étant en briques et pierre, on a souhaité une harmonisation. Ce qui veut bien dire que, très clairement, les pavillons ici sont, en réalité, non pas une ville, mais la continuité du château. On a construit ces pavillons vers 1665 parce qu'on s'est aperçu, à chaque fois qu'on faisait des grandes fêtes, qu'il n'y a pas assez de logements pour la cour. Donc, quand vous venez à la grande fête du roi, première hypothèse, vous n'habitez pas trop loin, votre château est dans les Yvelines actuelles, possible. Soit vous allez à Saint-Germain, si vous êtes logé dans un hôtel particulier à Saint-Germain, soit vous retournez à Paris. Ça commence à devenir un peu plus compliqué si vous sortez tard de Versailles. Problème qu'on peut encore rencontrer plus ou moins aujourd'hui, si on va au château le soir de grande cérémonie et qu'on essaye ensuite de rallier la capitale autrement qu'en voiture. Et puis, évidemment, vous pouvez coucher sur place chez l'habitant si vous arrivez à vous organiser, mais le mieux, ce serait d'avoir des pavillons supplémentaires qui servent de décharge au château où il n'y a pas d'appartement, parce que le château est tellement petit qu'il n'y a que la famille nucléaire, monsieur, madame, les enfants. Il y a le frère du roi, évidemment, et puis la mère, tant qu'elle est vivante, mais à partir de 1166, Anne d'Autriche meurt. Donc, pour loger des courtisans, quand vous avez mis la famille nucléaire dans le centre, les communs devant cuisine, écurie, la possibilité, c'est donc d'aller dans la ville. Et ce faisant, vous êtes devant un phénomène que Louis XIII n'avait que lancé avec le Jeu de Paume, premier édifice lié au château construit en dehors du château, au début des années 30. C'est, avec ces pavillons, le fait que le château met les pieds en ville, si j'ose dire, et que le village voit apparaître de l'architecture neuve, on dirait de l'architecture contemporaine aujourd'hui, alors même que le village ancien, je vous l'ai dit, est un village gothique médiéval. Et donc, vous avez là une façon pour le château de marquer une fois de plus le territoire. Il est d'abord dans une situation surélevée, puisqu'il est sur cette petite butte qui avait attiré le regard de Louis XIII, qui cherchait un endroit pour se reposer dans ses chasses, cette fameuse butte avec le moulin. Et puis maintenant, la place d'Armes et les trois avenues structurent le territoire autour de ce château, et en plus, il déborde en ville avec 3 x 2 pavillons, c'est-à-dire 6 pavillons construits par Louis Le Vau, premier architecte du roi et architecte du château, évidemment. Donc, on va réfléchir un peu à cette question des pavillons, parce que c'est une des caractéristiques de cette ville qui va apparaître sous nos yeux et qui n'est pas lisible aujourd'hui, quasiment plus lisible aujourd'hui. C'est la ville pavillonnaire. Quand on dit ville pavillonnaire, je fais exprès d'utiliser une expression un peu provocante, un peu contemporaine. Vous pensez peut-être à Saint-Quentin-en-Yvelines, à Élancourt, mais
Versailles a été une ville dont la structure urbaine part de l'objet architectural pavillon. Et c'est bien ce que nous montre le tableau. Ce sont des pavillons cubiques, vous voyez, 3 travées sur le côté, 2 travées ou plus ou moins en façade, et une toiture homogène, une toiture brisée à la française qui forme l'objet, qui se referme sur lui-même. Et autour, il y a des espaces, parce que ces pavillons sont bien espacés les uns des autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont faits pour des courtisans. Donc, on leur offre voilà, des pavillons. Au fond, on a beaucoup parlé de Marly et de ce fameux pavillon qui servait un peu en satellite du pavillon royal à loger les gens qui voulaient absolument aller aux fameuses séries de Marly. Mais on pourrait dire la même chose ici avec ces pavillons qui permettent à certains d'être logés directement par la couronne lorsqu'il y a des cérémonies ou des fêtes dans le château. Donc, on offre plutôt, évidemment, un objet qui ressemble à un petit pavillon hôtel particulier, vous voyez ce que je veux dire? Sauf que l'hôtel particulier, ce n'est pas du tout ça, normalement. Et là, on est à nouveau dans quelque chose de très original, puisque à Versailles, premier laboratoire d'architecture au XVIIe, c'est qu'on va faire une ville qui est anormale, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec la tradition classique de l'urbanisme français. Alors, ça se passe en très peu de temps. Entre le tableau que je viens de vous montrer et ce plan, il y a 3-4 ans, et en 3-4 ans, tout a changé. Le roi, d'abord, a décidé, tellement content de Versailles, de ne pas écouter Colbert, qui en est mortifié, évidemment, et à qui on a demandé de rouvrir des lignes de crédit budgétaire, comme on dirait aujourd'hui, pour, maintenant que c'est terminé, tout recommencer. C'est le chantier de l'enveloppe. Dès qu'on a fini, on recommence. Donc l'enveloppe, 68. Et puis, en même temps, on commence à réfléchir à la ménagerie, à un trianon de porcelaine. Enfin, tout ça, ça commence à se remplir. Et donc, le chantier de Versailles ne s'arrête pas, et Colbert en est pour son insolence ministérielle. Ce sera le chantier du règne, évidemment. Même si, une fois de plus, il faut dire ici fortement combien Voltaire a été injuste avec Louis XIV en disant qu'il n'avait rien fait pour Paris. C'est absolument faux. Et là, Voltaire a, une fois de plus, péché par légèreté, quoiqu'il fût historiographe du roi. Donc, en quelques années, la situation change aussi parce que le roi s'est rendu propriétaire d'un certain nombre de territoires. En fait, il a acheté progressivement entre 1664 et 1671 des morceaux de fermes, de villages. C'est comme ça qu'il a acheté Trianon, Glatigny. Tout ça, ça a été acheté littéralement en propriété directe par le roi. Et donc, progressivement, l'idée que la ville pourrait être autre chose que ces 6 pavillons prend forme dans l'esprit du roi. Et tout ça, ça commence avec la fameuse lettre à Colbert du 22 février 1671 sur l'idée qu'il faut, parce qu'il se plaît à Versailles, il faut développer autour de Versailles une ville qui viendra enrichir, embellir le château. Toujours ce lien dialectique très fort entre les deux éléments. Donc ça, c'est le plan considéré comme le plus ancien de cet exercice. Il est conservé parmi d'autres à Stockholm dans le merveilleux fonds acquis dès l'époque par les ambassadeurs et les architectes envoyés par les rois de Suède, qui sont liés, vous le savez, à Louis XIV par des accords qui font que la Suède est de longue date un pays ami de la France. Et donc, vous avez ici donc, un plan qui vous montre les nouveautés versaillaises. Un plan qui n'a pas d'équivalent. On ne peut pas prendre un autre plan d'une ville française à ce moment et voir ça. Donc, le château est là-haut. Vous apercevez les 2 ailes de Levau, c'est-à-dire les communs d'équipage et les cuisines. Donc, la vieille aile actuelle est ici, à l'entrée actuelle de Dominique Perrault, sur laquelle je ne m'étends pas pour des raisons évidemment que vous pouvez imaginer. On a changé la plateforme et on a reculé la place d'Armes. Ça, c'est notre place d'Armes. Pourquoi? Parce qu'on a créé une avant-cour dans laquelle 4 pavillons sont apparus après les pavillons dont je vous ai parlé et qui sont destinés aux 4 secrétaires d'État. Ce sont la base de nos ailes des ministres. Donc, la grille du château s'est déplacée et maintenant, elle est ici. Et donc, la place a pris à peu près son assiette actuelle. Vous avez ce projet de grand bassin tréflé ici, mais surtout, vous reconnaissez l'espace principal avec les 3 avenues dont on a donc raccourci un peu les extrémités, évidemment. Sceaux, Paris, Saint-Cloud. Là où c'est intéressant, c'est que nos 3 pavillons d'origine, alors 2 se sont retrouvés un peu enterrés, si j'ose dire, par le fait que le château a avancé. Vous voyez, ce sont les 2 ici et les 2 ici. Le 3e est là. Et puis ensuite, regardez, les pavillons qui sont proposés sur ce plan
Alors, ils sont lavés en noir, donc on peut penser qu'ils sont ou réalisés ou en cours de réalisation. Ou alors, on décide qu'il faut faire très attention et que c'est plutôt des projets avec les emplacements qui sont réglés par les bâtiments du roi. Eh bien, vous voyez que ce sont la même philosophie qui est à l'œuvre, hein, et les mêmes tendances architecturales des objets isolés les uns des autres par des espaces qui servent de cours et d'entrée entre les pavillons. Donc, c'est des choses qu'on a l'habitude de voir si on va au Vésinet, sous le Second Empire, si on va évidemment à Maison Lafitte, sous Louis-Philippe, des lotissements qu'on appellera plus tard, grâce aux Anglais, les cités-jardins, c'est-à-dire des petits pavillons avec des jardins tout autour. Voilà. Et le jardin est structurant dans l'espace urbain et pas seulement l'architecture. Et donc, l'avenue de Sceaux, pour sa partie qui est sur la place d'Armes, comme l'avenue de Saint-Cloud, donc notre rue Colbert ici, rue de la Chancellerie ici, sont bordés de pavillons, vous voyez, qui sont dans un terrain complètement vide autour, sur les côtés et à l'arrière. Il n'y a pas de continuité du front bâti, comme disent les urbanistes. Vous habitez une rue, normalement, vu le prix du mètre carré, toutes les maisons se touchent, évidemment, et vous avez donc des murs mitoyens entre les parcelles. Ici, vous avez des jardins, des espaces vides entre les pavillons. C'est un système tout à fait extraordinaire. Et si j'ai prononcé le nom de bâtiment du roi, c'est parce que c'est l'administration des bâtiments du roi. Comme on est chez le roi propriétaire et du château et des terrains sur lesquels on va faire la ville, c'est l'administration des bâtiments du roi qui est à la manœuvre. Et comme ce n'est pas une ville militaire, il n'y a aucune raison que ce soit la marine, comme à Rochefort, qui est créée en 1666, ou la guerre, comme à Neuf-Brisac, le chef-d'œuvre de Vauban, en 1699, dans l'Alsace actuelle. Donc, les bâtiments du roi sont à la fois à la manœuvre pour les tracés de rues, les découpages de places et les canons architecturaux. On va donner une règle architecturale. Et là où ça devient intéressant, c'est évidemment que dans sa lettre, le roi dit bien que pour faire venir des constructeurs, il faut adopter les méthodes habituelles. C'est-à-dire, on donne la parcelle, donc vous recevez un terrain gratuitement. Vous imaginez, demain, on vous donne un terrain gratuit en face du château de Versailles. Bon, c'est pas mal. Mais le problème, c'est que ce n'est pas réglé par une loi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est une donation perpétuelle, sauf que s'il y a un problème, en fait, le roi peut la reprendre. Et il y a eu, si on regarde la chronologie, un turnover fantastique de propriétaires, entre ceux qui ont échangé leurs parcelles, ceux qui l'ont rendu, ceux qui s'en sont fait prendre. Il y a vraiment une grande complexité d'histoire topographique et démographique dans la naissance de Versailles. Et puis, bien sûr, vous ne faites pas venir les mouches, vous n'attrapez pas les mouches avec du vinaigre, il faut aussi proposer quelque chose d'attractif. Donc, par exemple, exemption de taxes. Ça ne mange pas de pain, si j'ose dire, sauf que, évidemment, ça fait un trou dans la caisse de l'État, mais vous avez, par exemple, pas d'impôt pendant X années. Et puis surtout, une chose qui est très, très importante, en attendant qu'on construise des casernes et que l'armée soit réformée profondément, c'est que vous êtes exempté du logement des gens de l'armée. Donc, ce qu'on appelle l'exemption de la craie, parce qu'on mettait à la craie sur votre porte que c'était bon pour loger des soldats, et là, vous voyez arriver des soudards dans votre appartement, pas toujours très agréable. Voilà. Donc, avec ce genre d'exemption, évidemment, vous pouvez attirer les gens qui sont décidés à bâtir, et bien sûr, comme c'est des courtisans principalement, vous êtes amené à vouloir faire la cour au roi, donc vous avez intérêt à dire oui si on vous donne un terrain, à dire merci et à construire quelque chose. Des courtisans, c'est évident quand on voit la disposition autour de la place d'Armes. C'est moins vrai ici. Si vous regardez ici, il y a des lettres A et la légende du plan dit A, maison pour artisans et commerces. Donc ça veut dire qu'il y a ce qu'on appellerait, parce que vous savez, aujourd'hui, l'urbanisme contemporain, qui est très prétentieux, croit qu'il a tout inventé, le zoning. Il y a des zones pour certaines personnes, certaines activités, mais tout ça, c'est vieux comme le monde, évidemment. Quand on fait l'histoire de l'urbanisme, on retrouve toujours les mêmes histoires. Alors là, il y a un zoning, c'est-à-dire que ça, c'est une place qui est destinée, c'est une première réflexion sur une place du marché, entre guillemets, même si ce n'est pas tout à fait son emplacement actuel, une place marchande, parce que si on veut que la ville prenne, c'est comme le feu avec le petit bois, il faut aussi qu'il y ait des activités. Donc, il faut d'abord qu'il y ait des marchés. S'il n'y a pas de marché, les gens ne peuvent pas se nourrir. Tout le monde n'a pas un potager dans sa cour. Et donc, il faut qu'il y ait des marchés qui créent une activité commerciale. Donc, Richelieu avait fait la même chose à Richelieu, bien, avoir des marchés, avoir des administrations. Si on peut prendre à la ville voisine une administration ancienne, on est sûr qu'on va faire venir des officiers, donc leurs familles, les gens qui sont les obligés de ces gens-là, etc. Donc tout ça, c'est des stratégies de composition, mais le roi, il n'a pas besoin de ça. Là. Il y a le château, mais il a besoin quand même d'une place du marché. Et puis, s'il y a des habitants, il va falloir penser à une église, peut-être à un hôpital.
des couvents pour les jeunes filles ou les jeunes hommes qui veulent se retirer du monde, etc., etc. Donc, progressivement, on va voir se mettre en place une armature de ce qu'on appellerait, nous, des édifices publics. Mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, on en est à parler de ces pavillons très étonnants qui viennent comme des petits points, comme ça. Et alors, avec quoi on pourrait comparer ça? Des petits soldats alignés, figés comme ça, dans leur uniforme bleu, blanc, rouge, des arbres alignés le long des grandes avenues. Et pourquoi Louis XIV impose-t-il cela? Ça n'a aucun sens. On pourrait faire des très beaux hôtels particuliers qui seraient à touche-touche. Je n'ai pas la réponse, elle n'est pas dans les archives. Mais on peut imaginer, je fais un peu de psychanalyse, j'avais dit que j'en ferais pas, qu'il s'agit en réalité d'une volonté que la ville ne soit pas justement une ville habituelle très dense, avec ses fronts bâtis continus, mais qu'elle soit beaucoup plus agréable à l'œil, parce qu'elle soit composée que de petits éléments perdus dans des espaces verts. On appellerait espaces verts des espaces vides. Et qu'au lieu d'avoir face à soi une ville importante, avec le problème assez rapide que qui dirige château, la ville, le château, avec des rapports de pouvoir et de confrontation, la ville éclatée, au pied du château, en fait. Un peu comme les petits pavillons accompagnent le grand pavillon de Marly. Donc, il faut garder peut-être cette explication-là, parce que ça n'a pas vraiment d'équivalence dans le paysage. Je vous disais, c'est une chose complètement inédite que ce choix qu'a fait Louis XIV de la ville pavillonnaire. Alors, je vais serrer maintenant la focale pour travailler sur ce que j'appellerais le triangle d'or ou le triangle fondateur, qui est la place d'Armes, justement. Là, je serre sur un autre plan qui est aussi conservé à Stockholm. Et vous avez ici le château qui vient d'être agrandi avec l'enveloppe, la fameuse enveloppe de Levaux, puis de Dorbet, puisque Levaux meurt en 1670. Donc, le château a pris une dimension tout à fait étonnante, un monstre en bâtiment, comme disait avec crainte Colbert. Vous reconnaissez les deux ailes de 1662, cuisine et équipage. Nos 4 pavillons des ministres sont toujours là. La nouvelle grille sur la place d'Armes avec le projet de bassin. Et puis là, vous avez les réservoirs, avec le parterre du Nord, le parterre du Midi avec un projet d'orangerie qui n'est pas tout à fait celui qu'on connaît. Et puis là, il n'y a pas encore l'aile du Midi, ni l'aile du Nord, parce que Mansart n'est pas encore arrivé, Jules Arnaud Mansart n'est pas arrivé. Mais vous avez bien regardé tous nos pavillons. Alors, ce n'est pas aussi beau que sur ce plan, parce qu'évidemment, l'urbanisme, c'est un corps vivant. Donc, vous voyez, par exemple, toutes les parcelles sont vides. Chaque pavillon est posé sur le devant, et tout autour, il n'y a rien. Vous voyez ? Donc, ça paraît formidable. Mais évidemment, la nature a horreur du vide, et l'urbanisme aussi. Et donc, regardez, il y a des petits malins qui commencent à construire en fond de cour des écuries, par exemple. Donc, vous avez 2 petites ailes, ou quelquefois des ailes en retour. Et progressivement, la façade reste ce que voulait le roi, mais tout le fond s'épaissit, se densifie, selon un phénomène extrêmement courant, là aussi partagé par toutes les civilisations de la planète, qui consiste, dès qu'on a un terrain, à bâtir toujours plus. C'est que quand on est extrêmement riche, on peut dilater l'espace et s'offrir le luxe de ne pas bâtir sur un immense terrain. Le luxe absolu, ce n'est pas d'avoir un très grand palais, c'est d'avoir un tout petit palais dans un immense jardin en cœur de ville. C'est ça le luxe. Et encore aujourd'hui, c'est vrai. Donc, vous voyez que sur ce projet ici, sur ce plan, pardon, ici, dont la date est plus distendue, il y a 4 éléments nouveaux. Alors, pas tout à fait nouveaux, pardon. Vous les avez vus ici. Dans la pointe cassée du trident, puis à l'arrière de cette pointe, vous avez 4 hôtels particuliers qui sont beaucoup plus développés, avec des systèmes de cours, jardins, basse-cour, qui reprennent la typologie plus traditionnelle de l'hôtel particulier parisien, qui est sur le modèle français, mais quand même, regardez, avec quelque chose de ce pavillonnage, si j'ose dire, qui est que les bâtiments sont isolés sur leurs 4 faces, non pas d'ailes, ils ne sont pas articulés, comme on le fait souvent dans l'architecture des hôtels. Et ici, donc, l'hôtel de Noailles, le gouverneur de Saint-Germain-en-Laye, ici, Guitry et Lauzun, 2 célibataires. Donc là, ils se partagent la maison en 2, il n'y a pas de femme, pas de famille, c'est possible. Et puis, à l'arrière, 2 autres hôtels, celui du maréchal de Bellefonds, ici. Alors là, si j'ose dire, c'est ici, c'est l'hôtel de Conti, c'est plus tard, c'est la mairie. Et puis, l'hôtel de Chaulnes, qui deviendra la maison du grand veneur avec le chenil, mais plus tard. Donc, là, vous avez quelque chose de très intéressant. Nous sommes dans l'axe de visibilité directe du château. Donc, il y a une intervention très forte
qui consiste pas seulement à vendre des terrains ou à les donner à des particuliers, mais à des grands personnages de la cour, maréchaux, gouverneurs, là on est dans le haut du panier, mais surtout une architecture contrôlée. C'est-à-dire que les deux bâtiments sont symétriques, absolument, et ces deux-là également. Donc, un des effets de l'architecture classique, qui est très fortement mis en avant ici, c'est bien sûr l'effet de symétrie. Il ne faut pas que tout le monde se mette à faire des bâtiments, chacun à son bout, de part et d'autre de l'avenue de Paris, parce que c'est ce qu'on voit depuis les fenêtres du château. Alors, on a la chance d'avoir un certain nombre de dessins. Certains sont conservés à Stockholm, je vous le disais, d'autres sont conservés dans les archives françaises, Archives nationales, Bibliothèque de Versailles, très riche, etc., archives départementales même. Et vous avez ici l'hôtel de Noailles, un petit dessin avec une vue perspective. Donc, c'est un petit joujou. Alors, aujourd'hui, il serait au milieu de la cour des petites écuries. Hein. Voilà. Les écuries sont venues par-dessus. Hein. Mais ça, je pense que vous le savez. Et vous voyez donc un pavillon à rez-de-chaussée avec au centre un dispositif qui est clairement un grand salon. Vous voyez qu'il y a un dôme ici avec un lanternon. C'est Louis Levaux qui a construit ces petits bâtiments. Avant sa mort, il a donné les dessins. Et Louis Levaux est un des grands spécialistes de ce pièce-salon en plein centre qu'il a, à Vaux-le-Vicomte, si magnifiquement illustré. Alors là, ce n'est pas la même échelle, hein, bien sûr. Et puis, vous avez des petits bâtiments de commun qui sont complètement séparés. Il n'y a pas d'aile, il n'y a pas de passage, pas de galerie. Et là, ce projet qui n'a pas été réalisé, vous voyez, c'est d'utiliser un motif d'architecture militaire, des fossés en eau, donc ça renvoie plutôt à une symbolique féodale, avec un pont-levis et deux guérites pour surveiller le bâtiment. Ça n'a pas été fait, mais je voulais surtout par ce dessin vous montrer donc le petit pavillon lui-même. On est à rez-de-chaussée avec un petit comble brisé directement posé sur le rez-de-chaussée. Il n'y a pas d'étage. Or, dans l'architecture française traditionnelle, il y a un rez-de-chaussée et un premier étage. Et normalement, les deux sont à égalité de hauteur, parce qu'il y a toujours un appartement en bas, un appartement en haut. En général, monsieur en bas, madame en haut, parce que la plus belle vue est pour madame, même si elle doit monter l'escalier. Voilà. On ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Voilà. Et donc, on est un bâtiment écrasé en hauteur. On a la chance de posséder, non pas les dessins originaux de Louis Levaux pour les deux hôtels de Lauzun-Guitry et puis de l'autre côté l'hôtel de Noailles, mais on a la chance de posséder les dessins de Jules Hardouin-Mansart, le jeune Jules Hardouin-Mansart, qui fait son apparition à Versailles, non pas seulement dans les bosquets, en attendant d'être l'architecte choisi pour faire le grand Versailles, celui de la grille des glaces, des ailes, de la chapelle, mais il entre par la ville. C'est un jeune architecte ambitieux, pour dire les choses, il a une expression assez vulgaire, mais enfin, il a beaucoup d'ambition, il a les dents qui poussent, hein, et il veut se faire une place au soleil, sans mauvais jeu de mots. Il a pris le nom de son grand-oncle plus célèbre que lui, Mansart, qui s'appelle Jules Hardouin, il rajoute un nom commercial, Hardouin-Mansart. Il a été l'élève de son grand-oncle, donc ce n'est pas illégitime, hein, c'est la même famille, mais il va être ici un des architectes sollicité par plusieurs aristocrates. Il y a presque 8 ou 9 maisons de lui, hôtels et maisons à Versailles. Comme Louis Levaux avait commencé le mouvement, comme François d'Orbay continue le mouvement, comme Libéral Bruant, l'architecte qui va avoir la commande des Invalides en 70, a aussi la commande. Donc vous avez tout un pool d'architectes. Alors, Libéral Bruant, il avait disparu des écrans radars, il a été ressuscité par un article en 2015 dans Versailles, par exemple, d'une de mes collègues de la Sorbonne, Joël Barrault. D'Orbay, on connaissait un peu, mais il y a plusieurs d'Orbay. Il y a Jean d'Orbay qui n'est pas le même que François, donc pour la chancellerie, des choses comme ça. Et puis il y a Jules Hardouin, et Jules Hardouin, on a la chance d'avoir regardé le dessin donc, de l'hôtel du maréchal de Bellefonds. Donc c'est le noyau de l'hôtel de Conti, future mairie. Et vous voyez que c'est à nouveau un bâtiment à rez-de-chaussée avec directement une toiture posée. Et si vous regardez, parce qu'on a la chance d'avoir l'élévation avec le plan, vous avez un vestibule au fond de la cour, très classique, on entre au centre. Et puis, regardez, vous avez un grand salon ici. Voilà. C'est le même plan, même s'il n'est pas circulaire, que ce qu'on vient de voir à l'hôtel de Noailles. Il y a l'idée que le salon est au centre de la distribution. C'est complètement révolutionnaire parce qu'on n'a jamais fait ça. Normalement, quand on entre dans les maisons françaises, souvent on entrait directement sur l'escalier. Là, il n'y a pas besoin d'escalier puisqu'il n'y a qu'un escalier de service pour aller dans les combles. C'est des combles, c'est pas là qu'on vit. Mais surtout, normalement, la pièce principale du château ou de l'hôtel français, c'est la grande salle. Et elle n'est jamais au centre, parce que c'est très mal commode, elle couperait la maison en deux. Là, il y a bien l'idée de couper en deux avec deux appartements à droite et à gauche. Là, vous avez une galerie qui donne sur le jardin, avec un appartement,
antichambre, chambre, cabinet. Et là, vous avez à nouveau 2 appartements dos à dos, donc on peut loger, vous voyez, une famille. C'est évidemment un pied-à-terre. Et le bâtiment est à rez-de-chaussée. Donc, Gelard de Mansart, Louis Levaux, François d'Orbay, et tous les grands architectes sont autour du berceau de la ville de Versailles. Et ça explique les innovations aussi, parce que là, ils sont dans un terrain vierge, et c'est bien ça que Louis XIV leur a offert. Vous êtes à Paris, vous devez composer avec les murs des voisins, la rue qui est très peu large, on voit dans l'assiette de ce que vous mangez dans votre assiette, parce que la rue fait 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres de large. Là, vous avez de l'espace, vous avez de l'air, vous avez la possibilité d'innover. Et alors, dans ce document, on a la chance d'avoir, là je vais très loin dans le détail, mais c'est ça l'histoire de l'urbanisme, ça consiste aussi à aller un peu gratter, pas seulement des grandes généralités. Ça, c'est le document qui va avec le document précédent, et qui vous montre le dessin de la charpente. Alors, ça a fasciné les historiens de la charpente, parce qu'on voit comment les plafonds, ce qu'on appelle les plafonds à voussure, sont accrochés aux charpentes. C'est la grande technique qui se met en place au milieu du siècle, qui permet d'avoir des plafonds allégoriques peints et non pas des poutres comme on faisait à la période précédente. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est la phrase ici, dans laquelle apparaît la main de Perrault. Perrault, l'auteur des Contes, et qui est aussi d'abord le premier commis de Colbert, évidemment, au bâtiment du roi, et qui dit qu'on doit régler la toiture sur l'élévation. Alors, vous allez me dire, c'est une drôle de phrase, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut régler la hauteur du bâtiment, non pas par l'esthétique voulue par le propriétaire, mais par l'élévation générale des bâtiments du roi. C'est la servitude non altus tolendi qui a frappé la ville de Versailles. On ne peut pas monter pour ne pas gêner la vue du roi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et là aussi, c'est un usage du droit. Je parlais tout à l'heure de l'importance du droit dans la fabrique de la ville. Non altus tolendi, ça veut dire que le maréchal de Bellefonds, s'il avait voulu 3 étages, tant pis pour lui. Il aura un rez-de-chaussée avec un petit comble écrasé, brisé à la française. Et c'est ce qui explique évidemment le paysage qu'on va voir dans un instant. Je vous montre un autre plan qui est plus tardif de l'hôtel de Chaulnes, donc le pendant de l'hôtel de Conti, celui qui deviendra le grand veneur. Et vous voyez à nouveau le vestibule et le salon au centre qui divisent 2 appartements. En rouge, là, ce sont les propositions de modification quand ça devient l'hôtel du grand veneur, avec le chenil. Et donc, vous voyez que là, il y a un escalier parce qu'on surélève d'un étage. Pourquoi on peut surélever? Parce qu'évidemment, entre-temps, il y a les écuries, donc la vue est différente. Voilà un plan de l'Agence des bâtiments du roi pour embellir le jardin. Mais vous voyez, on est latéralisé par rapport à l'hôtel de Conti. Et donc, entre ces petits hôtels, Joujou, un rez-de-chaussée et les pavillons donc sur lesquels je refais un zoom, tout le triangle est orchestré pour ne figurer que des petits éléments épars, séparés les uns des autres et peu élevés. Et plus on est loin, vous voyez, plus la vue s'aligne horizontalement, moins on est haut. Là, on est tout près du château, il y a un étage plus le comble. Ensuite, il n'y a plus que le rez-de-chaussée sur comble. Alors voilà, ça a stimulé nos historiens de la ville dont je vous parlais tout à l'heure, Jean Castex, sans rapport avec l'actuel Premier ministre, Patrick Céleste et Philippe Paneret, qui ont donc fait ce fascinant livre sur la lecture de la ville Versailles au CNRS et au Moniteur en 79. Et donc, ils ont réfléchi sur cette ville pavillonnaire. Donc, ils ont fait un dessin de reconstitution, vous voyez, du pavillon parfait dans sa grande parcelle rectangulaire, posée au milieu, avec 2 murs bas à droite et à gauche et 2 portes. Vous avez compris que les 2 portes permettent évidemment une circulation des carrosses qui peut faire le tour. Ils peuvent même s'arrêter à couvert en passant sous la petite aile ici, parce que le défaut de l'architecture française, c'est qu'on sort à découvert. Les Italiens sont tout à fait critiques de ça. Quand ils viennent en France, ils disent, mais les Français, ils sortent de leur carrosse, et le temps qu'ils montent l'escalier jusqu'à l'entrée, il pleut sur leur figure, tandis qu'en Italie, on rentre sous un porche et on descend à couvert, évidemment. Ça, c'est Bernin qui fait remarquer ça. Il dit, c'est curieux. Et au XIXe siècle, qu'est-ce qu'on fera? On fera des vérandas devant toutes les façades d'hôtels particuliers. On les a enlevés au XXe siècle, parce que les gens ne voulaient pas qu'il pleuve en sortant du carrosse. Donc ici, on peut descendre à couvert. Mais ce qui est très intéressant, c'est aussi, regardez, c'est que le pavillon cubique, avec sa petite aile annexe, il est isolé par 2 murs qui ne sont pas alignés. Regardez, ils sont en très léger retrait. Donc ça crée un effet très fin dans le dessin. Le pavillon est au droit du trottoir, du mur, mais le mur de clôture, lui, est en léger retrait à droite et à gauche. Vous imaginez évidemment qu'à l'usage, c'est ingérable. Donc évidemment, il va se produire des effets de réalignement, de grignotage qui vont dérégler la ligne. C'est obligé. On ne peut pas travailler une ville avec ce système aussi fin de décrochement tous les 15 mètres.
Alors, les mêmes ont reconstitué la frange donc, sud de la rue de la Chancellerie en contrebas de la rue de Sceaux, parce que là, il y a un fort décaissé. Donc, vous avez sur la partie haute du dessin, ça c'est la terrasse, qui est quand vous êtes sur l'avenue de Sceaux, vous descendez par des escaliers, et en contrebas, vous avez voilà, le système de pavillons. Là, vous en avez un parfait, cubique. Et ici, donc, un hôtel qui va être important, puisque c'est l'hôtel du Chancelier, l'actuel conservatoire de musique. Et si vous allez de l'autre côté, maintenant, je me change de document, je prends une photo aérienne empruntée là, à nouveau à nos amis d'Internet, eh bien, je vois quand même le phénomène. Regardez, ici, il y a un pavillon, puis un retrait avec une cour. Ici, je devine qu'il y a un ancien pavillon avec deux cours à droite et à gauche. Alors, ça, c'est un peu gâté, c'est devenu une rue. Là. Voilà, ça, c'est l'arrière de la petite place. Et vous voyez bien que là, ici, regardez, vous en avez encore un. Partout où il y a eu ces pavillons, ils ont pu disparaître complètement, mais ils ont pu aussi être la matrice d'une transformation postérieure sur laquelle on reviendra au XVIIIe et au XIXe siècle. Mais vous les voyez, les pavillons, comme une espèce d'image un peu effacée de ce Versailles primitif, de ce Versailles pavillonnaire, de ce Versailles cité-jardin. Là, je peux continuer comme ça à l'infini. Ça, c'est un dessin d'un hôtel construit par Libéral Bruand, l'hôtel des Fermes Unies. Regardez, vous avez aussi l'autre solution qui nous paraît encore plus folle. Ces pavillons étaient coupés en deux par le milieu au fil à beurre. C'était des demi-pavillons. Vous voyez, en fait, vous croyez qu'il y a un terrain qui entoure un gros pavillon. En fait, c'est deux terrains avec la ligne médiane. Et vous avez de part et d'autre deux maisons avec chacune ses communs. Alors là, il y en a moins, là, il y en a plus. S'il y a plus de chevaux à gauche, c'est que le personnage de gauche est plus important, etc. Donc, voilà, là, vous avez encore, et vous avez les retraits des murs, là, vous les voyez mieux, regardez. On voit bien qu'il y avait ce jeu entre la façade sur l'espace public et la position du mur. Donc, la rue de la Chancellerie et la rue Colbert étaient complètement construites sur ce modèle. Alors, qu'est-ce qui nous reste de ça? Pas grand-chose. Avenue de Sceaux, vous avez l'hôtel de Georges Pélissari, vous voyez, 1672. Là, on a les marchés de construction. On a toujours notre pavillon, un rez-de-chaussée, un comble, un étage carré, un comble brisé en ardoise. On est en briques et pierre, ou plutôt ici en peinture imitant la brique, parce que vous le savez, la brique, ce n'est pas si bon marché que cela. Et Paris comme Versailles ne sont pas des pays de briques comme le nord de la France. Et donc, en réalité, imposer la brique, ça coûte de l'argent. Donc, comme vous l'avez vu en venant ici, en passant devant l'ancienne gendarmerie, on peut aussi faire de la peinture imitant la brique, ce qu'on appelait dans les marchés la briqueterie. Et ça fait la blague, mais ce n'est pas de la vraie brique, évidemment. C'est l'enduit teinté avec des lignes blanches qui font semblant de dessiner la grille des briques. Donc là, vous avez une maison, alors elle est évidemment un peu fatiguée, mais vous avez encore le retrait. Vous voyez? Alors le retrait, vous avez compris pourquoi ça ne va pas, c'est parce qu'ici, ça fait dépôt d'immondices, donc on met une barre métallique au 19e pour empêcher les gens de déposer des choses. Ça peut conduire aussi à des épanchements qui sont moins sympathiques, et qu'on connaît dans toutes les villes du monde, évidemment. L'homme est un animal qui n'est pas très propre, etc., etc. Mais là, ça a gardé vraiment son dispositif d'origine de la place pavillonnaire. Et puis, bien sûr, l'hôtel de la Chancellerie, de Dorbet, non pas François, mais Jean. Là, il y a une erreur répétée dans tous les livres, puisqu'on a les marchés de construction. J'avais fait faire un mémoire à l'école du Louvre il y a quelques années sur ce bâtiment, très restauré, très transformé. Ce n'est pas l'hôtel d'origine, vous vous en doutez. Mais enfin, la position, le volume, le retrait du mur, on est bien dans l'écriture de la ville Louis XIVe. Et voilà la façade sur le jardin qui va en triangle, puisque là, il y a une rue Bièze, et donc un jardin en triangle de la Chancellerie. Donc voilà, ce que nous montre ce célèbre plan manuscrit des archives, eh bien, c'est la vérité. Les petits pavillons alignés, rue Colbert, rue de la Chancellerie, autour de la place d'Armes, avec sa nouvelle grille ici, et les ailes des ministres qui viennent d'être construites. Donc on est dans un entre-deux. Mansart est en train de travailler à ces deux ailes, mais il est surtout en train, regardez, on le voit déjà, de poser au fond, le jalon définitif de l'aménagement du triangle, c'est les deux pointes. Et ces deux petits hôtels Joujou que je vous ai montrés, ils étaient merveilleux, mais ils n'étaient pas à l'échelle. Et donc, le roi prend la décision, après avoir eu des écuries qui ont fait le tour de Versailles, que les écuries royales seront face au château. Donc, une position qui est assez bien parce qu'elle maintient la place d'Armes comme un lieu annexe du château, une sorte d'immense cour de service, avec les écuries d'un côté, l'entrée de l'autre. Et puis les petits pavillons alignés qui regardent le spectacle. Et vous avez donc là une esquisse encore très rigide de Mansart pour les deux bâtiments qui deviennent évidemment des fers à cheval. On dit toujours que l'architecture contemporaine aime
tardivement faire des bâtiments qui ont une forme. On l'associe souvent au XVIIIe siècle. Vous pensez à Ledoux, avec son palais du sexe en forme de phallus. Dès le XVIIe siècle, il y a des bâtiments qui ont des plans signifiants. Là, en l'occurrence, un fer à cheval pour une écurie. Il ne fallait pas avoir fait beaucoup d'études pour comprendre que c'est génial. Et très simple à la fois, ça vient se lever dans les pointes du trident. Et ça, c'est le célèbre tableau de Martin qui nous montre la vue depuis le château, c'est-à-dire exactement ce pourquoi tout ça a été fait. Il s'est mis à l'emplacement du roi. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit les deux bâtiments qui sont à rez-de-chaussée plus un tout petit étage d'attique avant le comble. Et donc, ça reste des bâtiments bas. Ils sont bien sûr un peu plus forts, évidemment, que les hôtels précédents. Mais évidemment, ils sont très horizontaux. Les photos le montrent très bien. Vous voyez cet effet horizontal, toujours cette volonté non altus tolindi pour protéger les vues. Voilà, pour le plaisir, parce que ce sont les bâtiments les plus originaux de Jules Hardouin-Mansart. Et vous aurez remarqué, évidemment, une chose très intéressante, le traitement brique-pierre. On est plutôt en pierre pour les parties nobles, on est en brique sur les parties secondaires et les arrière-cours. Mais face au château et sur l'avenue de Paris, on est évidemment plutôt en pierre. Et peut-être je peux revenir à une gravure avec Perel sur cette vue de Versailles. On voit donc les hôtels avant nos transformations. Vous voyez les deux petits hôtels avec leur salon à dôme, Guitry-Lauzun et ici Norail, Conti, donc aujourd'hui la mairie, et puis Chaulnes. Et vous voyez qu'ils ont été surélevés et couverts d'une toiture plate, parce que la surélévation ne doit pas permettre qu'on les voit derrière les écuries. Et d'ailleurs, si je reviens à mon tableau, je sais pas, c'est peut-être pas évident, mais regardez là, vous avez une ligne de pots à feu blanc des deux côtés. Ce sont les décors des toitures plates des deux hôtels qui ont été surélevés d'un étage, mais pas d'un comble supplémentaire. Et c'est ce que vous avez vu donc sur la vue, ils sont avec des toitures plates. Donc, c'est l'aboutissement, au fond, de ce traitement du triangle très spectaculaire. Alors, j'ai tordu la chronologie pour découper un peu les choses pour que ce soit cohérent. Donc, je reviens maintenant à 1671, à la volonté de Louis XIV de faire la ville de Versailles, parce que la ville de Versailles, ce n'est pas le triangle. Le triangle reste cet espace gigantesque qui est anti-urbain, si j'ose dire, qui empêche la ville de se souder. Et la ville neuve de Louis XIV, elle va se créer sur un des côtés, qui est donc le côté nord, entre l'avenue de Saint-Cloud et l'étang de Clagny, que le roi a acheté. Il est propriétaire de la terre de Clagny et fait reconstruire le château de Clagny pour la Montespan, terminé par Jules Hardouin-Mansart. Là, on est à l'emplacement de la gare rive droite. Tout ça, vous connaissez. Et c'est dans ce secteur que la volonté, par cette lettre que je citais de Louis XIV, de voir advenir une ville, se produit. Je ressors le plan que je vous ai montré tout à l'heure, avec donc toujours mes petits pavillons. Et vous voyez que, en réalité, ça ne s'arrête pas aux deux côtés du triangle. Il y en a le long de la rue des Réservoirs, il y en a autour ici de la rue qui conduit à la future place Dauphine, donc, qui sera la rue Carnot, etc., etc. Donc, si j'ouvre un peu plus ma focale, là je me sers maintenant, alors vous avez peut-être ici, voilà, si on pousse ça, vous voyez la date de 1674, qui est donc l'estampe bien connue d'Israël Sylvestre. Israël Sylvestre, un dessinateur des bâtiments du roi, merveilleux topographe, védoutiste, qui a été reformé ensuite au dessin d'architecture dans l'entourage de Lebrun, et qui va relever toutes les maisons royales après avoir été l'homme qui a fait les dessins de Vaux-le-Vicomte pour Fouquet. Et il a suivi le chantier versaillais en donnant des dates à chaque document. Et vous voyez que ce soit du côté du parc Auxerre, ici, ou du côté de la Villeneuve, on est dans un plan qui est complètement contraint par le site. Le château, avec les réservoirs, la place d'Armes et l'étang de Clagny sont des données incompressibles. Donc la Villeneuve, c'est un triangle dans lequel on a posé une croix extrêmement forte qui s'ouvre au moment où les deux branches se rencontrent sur une place octogonale, qui est la place Hoche, place Dauphine, place de la Fontaine à l'origine, puisqu'il y avait prévu une fontaine au milieu. Donc, regardez, l'effet pavillon continue. Rue des Réservoirs, ce sont bien des hôtels pavillonnaires séparés toujours par ce jeu de demi-cours, etc. Pas partout, bien sûr, parce qu'il y a aussi des édifices. Là, il y a les écuries, justement, la cour d'appel. Et sur ce document que je reprends ici, vous voyez que l'ensemble de la Villeneuve se dote de ces pavillons et une grande place
avec des parcelles beaucoup plus petites, regardez en lanière, ça c'est beaucoup plus populaire, c'est la place du marché actuelle. Et donc là, ici, on est passé dans autre chose. Plus on s'éloigne du bâtiment, plus on peut avoir des parcelles et des maisons qui sont moins spectaculaires et qui peuvent éventuellement, regarder la zone grisâtre, ça veut dire que là, on est dans des bâtiments qui sont continus. Alors que plus on s'approche du château, plus on est dans des pavillons séparés. Donc il y a bien une hiérarchie urbaine par rapport à la position qu'occupe le château, non pas centrale sur le plan, mais centrale dans la réflexion et dans l'imaginaire collectif. On continue de reproduire la polychromie. Ça, c'est les écuries dites plus tard de la Reine, donc, que vous connaissez comme la cour d'appel. Le pavillon des sources, vous connaissez, ça c'est un détail du tableau que je montrerai la prochaine fois de Martin, voilà, avec ces petits pavillons briques-pierre et ardoise. Et puis, il se balade des objets non identifiés. Gelard de Mansart reçoit en 1672, toujours ce jeune architecte brillant qui a envie de construire pour la noblesse, pour avoir des clients, eh bien, le duc de Bouillon lui demande un hôtel qui est donc, regardez, à nouveau un bâtiment à rez-de-chaussée. Alors, il y a un petit étage d'attique, et du coup, le comble n'est pas utilisable. Vous voyez, c'est un comble très bas, caché derrière une balustrade. Et là, vous avez un plan un petit peu plus complexe que le plan de tout à l'heure, double en profondeur, avec ce vestibule à pans rabattus ici au centre. Il n'y a pas le grand salon cette fois-ci, hein. C'est un tout petit peu plus complexe. Mais ce qui est intéressant, c'est que le marché est passé avec le duc de Bouillon et il précise que le terrain n'est pas encore défini. Donc ça veut dire qu'on se soucie déjà de passer un marché alors qu'on ne sait pas encore exactement quelle parcelle le roi va donner. Donc là, on voit bien l'effet non pas d'amateurisme, ce serait trop négatif de dire ça, mais l'effet de précipitation et de complexité qu'a été l'organisation parcellaire de la Villeneuve. Alors voilà, là je fais un focus sur le plan de la calcographie pour vous montrer bien, donc regardez les pavillons, regardez, on connaît tout le monde, hein, Monsieur, Louvois, Richelieu, Dangin, Créqui, La Feuillade, enfin il y a vraiment toute la cour est là, tout Saint-Simon est là, hein, voilà, si j'ose dire. Et puis vous avez les écuries donc, qui sont devenues celles de Madame la Dauphine, ici, notre cour d'appel, ici la place Hoche, et puis là, hélas, si j'ose dire, un élément qui va disparaître, on en reparlera assez souvent, qui est la petite place. Donc voilà, je regarde ici l'estampes de Sylvestre, toujours datées de 74, le château avec l'enveloppe, les ailes, les pavillons des ministres, qui ne sont pas à la même hauteur. C'est une observation qui n'avait jamais été faite. On a toujours répété que Mansart avait simplement liaisonné par les ailes les 4 pavillons. Non, il a refait les 2 pavillons qui regardent sur la place d'Armes complètement. Ça, c'était une découverte que j'avais faite il y a quelques années. Et je suis toujours étonné moi-même que personne ne l'ait vu avant moi, parce que ce n'est pas non plus, vous voyez, très compliqué de voir que les 2 pavillons sont plus bas du côté de la place d'Armes. C'était logique, puisqu'il avait suivi la pente. Ils n'étaient pas destinés à être reliés l'un à l'autre à l'origine, évidemment. Mais c'est pour ça que je voudrais vous montrer, hein, vous avez le réservoir et la pompe ici, et puis regardez, vous avez cet effet de pavillon qui s'avance avec ces ombres, regardez, et le graveur a très finement compris ça, puisqu'il a figuré les ombres au sol, qui forment comme une espèce de muraille crénelée, hein, et chaque corps de logis s'avançant forme un créneau. Donc les voilà en plan, hein, vous voyez, Soissons, Danguin, Créqui. Là, il y a un pavillon coupé en 2, on a vu que c'était une des typologies, pavillon unique avec sa petite annexe. Lui, il s'est aménagé une jolie cour à l'arrière et il est de ce côté des réservoirs, façade sur une espèce de jardin hypothétique et chez le roi. Et celui-là, il s'est mis un jardin à l'angle, hein, donc ce n'est pas idiot, vers la pièce d'eau. Et si vous prenez une vue aérienne de la rue des Réservoirs, ben c'est toujours pareil. Regardez, vous en avez un là, vous en avez un là. Après, ça a été un peu chahuté dans les années 60, mais 1960, je veux dire. Mais vous avez bien toujours cet effet pavillonnaire. Alors, les façades ne sont plus du tout Louis XIV dans le secteur de la rue des Réservoirs, mais c'est bien la même matrice. Alors, nos chers historiens de la ville ont proposé aussi de reconstituer la place, vous voyez, Dauphine, avec ces systèmes de pavillons et de corps bas, qui finalement sera un peu différente, puisque nous savons que la place va adopter ce principe de pan coupé, avec une rue dans l'axe ici qui vient chercher, alors c'est un plan plus tardif, mais il avait en couleur, qui est assez beau, qui vient chercher une perspective. Voilà, ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ça a été souvent souligné par les historiens de l'urbanisme. C'est la question de la position de l'église dans la ville.
si vous regardez la célèbre vue de Versailles de Léviane Cruel, qui est une vue à vol d'oiseau extraordinaire, je ne l'ai pas mise parce que les photos qu'on trouve sont toujours trop floues et si on zoome, on ne voit vraiment rien, mais le dessinateur a inventé complètement, il a mis 2 grandes églises romaines sur la place d'Armes, de part et d'autre. C'est très beau, mais ça n'existe pas et ça n'a jamais existé. Les églises sont dans la ville. Mais ici, à Versailles, pour la paroisse royale Notre-Dame, très importante évidemment pour le roi, eh bien, on a placé l'église dans une position spectaculaire. C'est-à-dire qu'il y a une rue et une place qui ponctuent le cheminement vers l'église. Et elle est visible depuis la place d'Armes, à l'entrée de l'avenue de Saint-Cloud. Et puis ensuite, vous avez la rue, la place et le spectacle de l'église tout au fond. Ça, c'est ce que montre cette photographie, en accéléré, si j'ose dire. Même si l'église, elle aussi, est frappée d'une manière ou d'une autre par la servitude non altus tolendi, puisque regardez, les clochers sont tassés, ne montent pas vers le ciel. Normalement, les clochers, on y va, c'est fait pour ça, pour être vu dans le paysage. Et puis, la plateforme ici, du tambour, n'a pas reçu ni tambour ni dôme, mais directement le lanternon qui est posé sur la base de pierre, dans un copier-coller qui n'existe pas, normalement, dans l'architecture classique. Il y aurait dû avoir un tambour et un dôme, comme dans les églises romaines que les Français aiment, au Val-de-Grâce, à la Sorbonne, aux Invalides. Ici, on a tassé par élision des éléments d'élévation pour être toujours dans une ligne extrêmement égale avec la ville. On est plus haut que la ville. Là, les maisons ont monté au 19e, mais on est bien sûr plus haut que le tissu urbain, mais on est quand même hiérarchiquement plus bas grâce au fait qu'on a tassé l'église. Alors, c'est passionnant parce que si vous allez en Sicile, vous en verrez des églises comme ça. Elles ne sont pas comme ça à cause du roi Louis XIV, et ça ne va pas jusque-là, mais simplement à cause des tremblements de terre. C'est une autre raison, mais ça aboutit au même résultat. Voilà, bon, vous connaissez cette façade qui a un sérieux besoin de restauration. Là, je lance un message SOS à nos amis de la ville. Il est clair que Jules Armand-Mansart, on a classé cette église, vous savez, tardivement. Personne ne s'était aperçu que les monuments historiques avaient oublié de classer Notre-Dame de Versailles. On l'a classée il y a très peu de temps, il y a une dizaine d'années. Voilà. Et puis, dans ces aménagements, alors l'église, c'est 84-86, comme vous le savez, dans ces aménagements, il y a le lotissement de ce jardin qui était resté inclus au milieu de la ville neuve. Je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure. Je vous le remontre. Voilà. Vous voyez ce grand jardin qui était resté là, ici. Une parcelle gigantesque, qui est une sorte de vestige en fait, des anciens terrains qui pouvaient se trouver à côté du château. Eh bien, il va y avoir une opération de lotissement à partir de 1685 et le lotissement organise un espace urbain autour d'une place carrée qu'on va appeler la Petite Place. Petite Place qui est une espèce de fantôme dans l'histoire de Versailles, que tout le monde regrette évidemment, et qui a été détruite dans les années 50-60. Ces photos, je les emprunte à la mairie de Versailles qui vient d'acquérir un fonds très important de documentation sur cette place. Quand on cherchait des images de la Petite Place, on trouvait presque rien il y a 30 ans, mais maintenant, il y a ces photos extraordinaires qui nous montrent maison par maison. Ça a été fait au moment de la démolition, évidemment, donc c'est des photos tardives, mais photos aériennes ici, on voit bien. Alors voilà nos pavillons qu'on devine. Ici, c'est quand même formidable. Regardez, il est entouré par des bâtiments, mais le pavillon est là. Et puis, on a les photographies qui nous montrent une architecture qui est évidemment réglée sur l'architecture uniforme que la monarchie aime beaucoup reproduire sur les places royales. Vous avez des grands rez-de-chaussée à arcades avec des bossages qui embrassent l'entresol du magasin, du commerce, et puis 2 niveaux au-dessus et le comble. Donc, il y a une maison ici qui a perdu ses arcades, son décor, qui étaient des décors tirés au plâtre. Mais vous voyez qu'entre celle-ci et celle-ci, il y a une continuité formelle. Et donc, il faut imaginer que c'est un ensemble, un petit bijou d'architecture vernaculaire. Là, pour le coup, on est revenu, parce que dans les années 80, à Versailles, on abandonne le pavillonnaire et on fait à nouveau, comme partout ailleurs, en fait, des murs mitoyens. Donc là, le lotissement encourage à sortir du cadre versaillais pour faire un lotissement à mur continu, à front bâti continu. Alors, il est l'heure de finir. Je termine avec quelque chose qui va nous servir d'introduction pour la prochaine fois, c'est le parc Auxerre, évidemment. Le parc Auxerre, propriété du roi, qui est à partir de 1685 mise en lotissement pour faire un second quartier qui va devenir donc le quartier Saint-Louis que l'on aime tendrement, évidemment. Là, un personnage est monté en puissance. Cette fois-ci, il a basculé. Le fameux petit architecte jeune et ambitieux Jules Armand-Mansart, c'est devenu premier architecte du roi en 1681. L'homme de Versailles, le château, la galerie des glaces, les ailes, la chapelle, la nouvelle orangerie, le nouveau Trianon en 1787. Et puis bientôt, évidemment, il deviendra son propre patron administrativement. Il deviendra surintendant des bâtiments du roi
en 1699, et il sera le grand ordonnateur de l'architecture française à ce moment-là. Voilà le célèbre portrait du Louvre de Rigaud, où il pose avec un air de tête à claque absolument fantastique devant son chef-d'œuvre, qui est le Dôme des Invalides, bien sûr. Alors, il est à la manœuvre comme surintendant plus tard, mais déjà comme premier architecte des bâtiments du roi. La ville de Versailles, ça dépend de lui. Donc, il avait construit comme architecte, avec des entrepreneurs des hôtels. Maintenant, il va être à la manœuvre et c'est lui qui va réaliser un certain nombre d'édifices. Alors, celui-ci, il y a un grand débat pour savoir si le grand contrôle est vraiment de lui. Des historiens le croient, on n'a pas d'archives. Ça peut paraître assez logique, mais enfin, il n'y a pas d'archives. En face, en revanche, il a construit un bâtiment qui vient d'être un peu chahuté dans le cadre de la loi Malraux, qui a quelquefois des effets pervers. C'est évidemment l'ancienne surintendance des bâtiments. Voilà, donc ça, c'est l'hôtel du Grand Contrôle. On en a parlé beaucoup en ce moment, mais je le mets surtout parce qu'évidemment, ça nous ramène à l'idée du pavillonnaire. C'est bien la même idée qu'on a vue tout à l'heure, avec le mur de retrait de part et d'autre. Simplement, on n'est plus en briquet pierre, c'est fini. Et je reprends ce plan, mais en élargissant. Et vous voyez ici qu'à la Sanguine, il a été tracé tout un quartier neuf à partir de rues avec des parcelles. Et donc là, on travaille assez tôt à l'idée que le parc Auxerre peut être loti et sur un principe qui est partiellement un pavillon selon la rue de l'Indépendance américaine actuelle et là où c'est déjà fait. Mais en réalité, ce qui est frappant avec ce projet du parc Auxerre de Jules Arnaud-Mansart, c'est que dans ces années-là, c'est fini le pavillonnaire, on n'y pense plus. Maintenant, les parcelles sont données et il s'agit uniquement, mais là le roi insiste beaucoup dans un texte de 1682, de construire dans l'année qui suit la donation. Parce que là, on se plaint quand même qu'il y a eu des gens qui n'ont pas fait correctement les choses et il y a trop de trous dans l'alignement des rues. Et donc, le roi redit ça d'ailleurs au début des années 1710, ce qui n'est pas bon signe. Quand on répète deux fois la même chose, c'est qu'en fait, personne n'a écouté. Et donc, en l'occurrence, ça veut dire qu'il faut pousser toujours les gens. Et quelquefois, le roi a repris des terrains qui avaient été donnés, mais pas bâtis. Donc, c'est à lui, après tout, ce cadeau, et c'est don et contre-don, il est capable de l'annuler. Et donc, on va voir comment, ça c'est un plan de 1685, la ville neuve est un succès, très clairement. Elle est organisée autour de la place Dauphine et de la place du marché. Elle a sa paroisse. Il y a ce lotissement de la petite place. Les hôtels pavillonnaires sur les rues qui bordent le château, c'est-à-dire Réservoir et la place d'Armes. Quartier plus populaire, un front bâti continu autour du marché. Le triangle central reste complètement dédié à l'architecture sous contrôle monarchique. Les deux écuries, les deux palais derrière, les deux hôtels, palais Grand-Veneur et Conti, avec leurs jardins et leurs annexes. Et puis, le pavillonnaire sur l'avenue de Sceaux. Et ensuite, on va passer à autre chose, même si c'est bien le projet, regardez, autour de la rue de l'Orangerie, de conserver le pavillonnaire séparé par des courts-jardins. On s'aperçoit en fait, et là je vous montre le plan de Nicolas Defer, que pour le parc Auxerre lui-même, on a un projet très différent. Voilà, je zoome, vous voyez, donc une grille orthogonale avec évidemment des rues qui se croisent à angle droit et des places qu'on va réserver. On va réserver une place pour le marché, une place pour l'église, il y aura une paroissiale de l'autre côté, la cathédrale actuelle, un couvent des Ursulines tout au fond en perspective qui ne sera pas réalisé, et puis des places secondaires qui seront soit abandonnées, soit effacées par l'histoire. Voilà. On voit peut-être mieux ici sur ce plan plus tardif, avec la place du marché, donc notre place des Carrés Saint-Louis, ce projet d'église dans l'Axe qui aurait été un couvent. Les couvents versaillais ont fait l'objet de plein de projets, même les Récollets étaient de l'autre côté au début, enfin ça a beaucoup bougé. Et voyez donc la différence entre cette ville qui est conforme à ce qu'on faisait en France. Voilà. Là, Versailles abandonne dans la deuxième partie du règne sa spécificité urbaine qui était ce pavillonnaire, ces grands jardins, ces grands espaces. Et je termine par cette vue extraordinaire d'Antoine Coquart qui est dédiée au duc d'Antin, publié en 1712. C'est 9 planches raboutées, vous imaginez. Ça fait plus d'1,20 m de large, je crois. Et donc, il n'y a pas de planche de cuivre d'aussi large. Donc, l'artiste a rabouté des planches successives. Ça a été exposé il y a quelques années dans une très belle exposition sur la gravure sous Louis XIV à la Bibliothèque nationale. Le public a découvert ce document dans sa bonne échelle, parce que le problème de ces vues, c'est que voilà, c'est presque aussi grand que ça, en fait, voilà, quand vous êtes devant. Et là, vous avez le nez dans la ville de Versailles. Vous êtes un oiseau plongé sur Versailles. Et vous voyez donc la conclusion de ce que je vous ai expliqué aujourd'hui. Le triangle central dans sa force monarchique, la ville neuve
pavillonnaire en périphérie et plus dense au centre, avec l'église qui se détache magnifiquement au bout de la rue devenue notre rue Hoche. Et puis ici, un pavillonnaire partiel qui va devenir continu dans le parc Auxerre, quartier Saint-Louis au XVIIIe siècle. Et donc, c'est à partir de cette image qu'on reprendra notre chemin la prochaine fois pour parler de la première moitié du XVIIIe siècle, c'est-à-dire de cette douceur de vivre du règne de Louis XV. Je vous remercie.